Un millionnaire est rentré chez lui à l'improviste pour le déjeuner, et il n'en croyait pas ses yeux. 30 ans à travailler comme un forcené, pour subvenir aux besoins de 4 enfants ingrats, des enfants qui ne savaient même pas qui était leur père. Et maintenant, il s'avérait qu'une gouvernante valait plus que toute sa lignée réunie. Monsieur Arthur Kingston marmonnait ses mots dans sa propre voiture. Il serrait le volant si fort que ses jointures devenaient blanches. Il venait d'annuler un voyage d'affaires à New York, un voyage préparé depuis des mois. 3 réunions avec des investisseurs arabes, un dîner avec l'ambassadeur, la signature d'un contrat de 800 millions de dollars. Tout ça, jeté à la poubelle. Pourquoi? Parce que ce matin-là, en ajustant sa cravate dans le miroir de l'hôtel de l'aéroport, il avait senti un pincement au cœur, un pressentiment. Quelque chose n'allait pas chez lui. Ou pire, quelque chose allait trop bien, et il ne l'avait pas remarqué. Arthur avait 60 ans. Il avait des cheveux gris disciplinés, peignés en arrière, une barbe courte couleur cendre, et des yeux gris qui avaient vu mourir sa femme, Béatrice. C'était il y a exactement 1 an, 2 mois et 13 jours. Il portait un costume bleu marine sur mesure de Milan, une chemise blanche immaculée et une cravate sombre. À son annulaire, il portait toujours son alliance en or. Il n'avait pas pu l'enlever. Le chauffeur le regarda dans le rétroviseur. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir que je prévienne la maison de votre arrivée, Monsieur Kingston ?»« Non, Robert. Ne prévenez personne. Je veux voir de mes propres yeux ce qui se passe chez moi quand ils pensent que je ne suis pas là. Quelque chose ne va pas, Monsieur Kingston? C'est exactement ce que je vais découvrir. » La voiture glissait dans les rues bordées d'arbres de Bellevue Hill. Des manoirs blancs aux portails noirs, des jardiniers taillant les bougainvilliers, des nounous promenant des chiens de race. Il était précisément 13 heures quand la Mercedes noire s'arrêta devant le portail de la résidence Kingston. C'était une maison coloniale de 2 étages, aux murs crème. Elle avait des balcons en fer forgé et un jardin parfaitement entretenu. La maison que Béatrice avait décorée pierre par pierre. La maison où leurs 4 enfants avaient grandi. La maison qu'Arthur sentait vide depuis la mort de sa femme, même avec 8 chambres. Il sortit de la voiture sans attendre le chauffeur. Il se dirigea vers la porte d'entrée d'un pas décidé. Il sortit sa clé personnelle et ouvrit sans sonner. Il voulait les surprendre. Il avait besoin de les surprendre. Depuis des semaines, il entendait des rumeurs dérangeantes de la part de sa sœur Rebecca. « Arthur, cette nouvelle employée empoisonne les garçons. Il se passe quelque chose d'étrange dans ta maison. Je les ai vus lui tenir la main dans la cuisine. » Lui tenir la main? Arthur? À la gouvernante? Il avait d'abord ri, puis s'était senti mal à l'aise. Et maintenant, debout dans le hall en marbre de sa propre maison, il sentait son cœur battre. Comme à 20 ans, quand il se faufilait chez Béatrice pour la voir en cachette de son père. Il ferma lentement la porte, posa sa mallette par terre et entendit le silence. Un silence étrange, différent. Ce n'était pas le silence froid et mort qui s'était installé dans la maison après les funérailles de Béatrice. C'était un silence différent, chaleureux, comme si quelqu'un respirait doucement de l'autre côté d'une porte fermée. Arthur avança dans le couloir, marchant prudemment sur le marbre blanc pour ne faire aucun bruit. Il passa devant le miroir doré du hall de réception. Il y vit son propre reflet. Un homme plus âgé, fatigué, les yeux cernés par l'insomnie. Il détourna le regard. Il ne se reconnaissait plus depuis des mois. Il atteignit les doubles portes en bois de la salle à manger principale. Elles étaient entr'ouvertes. Par la fente s'échappait un arôme qui le paralysa. Ça sentait les herbes fraîches, les petits pains tout juste sortis du four, la soupe de nouilles au poulet avec son bouillon. Ça sentait exactement comme quand Béatrice était vivante et cuisinait le dimanche. Il sentit ses jambes trembler. Il poussa lentement la porte, juste de quelques centimètres. Assez pour jeter un coup d'œil sans être vu. Et c'est là qu'il vit ses 4 fils, Matthew, Andrew, Daniel et Samuel. Ils étaient assis autour de la grande table de la salle à manger. Tous les 4 portaient des costumes noirs impeccables, des chemises blanches, des cravates sombres. Tous les 4 avaient la tête baissée. Tous les 4 avaient les mains jointes devant la poitrine. Et tous les 4 priaient. Ils priaient. Arthur sentit l'air lui manquer. Ses fils ne priaient pas. Il ne l'avait jamais fait. Il s'était lui-même assuré de les élever sans religion, sans église, sans toutes ces bêtises de vieilles femmes, comme il disait. Béatrice en avait pleuré bien des nuits. Elle l'avait supplié de laisser les enfants aller au catéchisme.
Arthur avait toujours refusé. Mes fils seront des hommes d'affaires, pas des enfants de cœur. Et maintenant, 1 an après la mort de Béatrice, les 4 garçons avaient la tête baissée. Ils priaient avant de manger, comme s'ils l'avaient fait toute leur vie. Mais ce n'était pas le pire. Le pire arriva ensuite. Derrière la table, servant avec un sourire humble et silencieux, il y avait elle, l'employée de maison. C'était une jeune femme d'environ 30 ans, à la peau claire. Elle avait un teint impeccable et les yeux verts les plus purs qu'Arthur n'ait jamais vus. Ses cheveux châtains foncés étaient tirés en un chignon tressé parfait, sans une seule mèche qui dépasse. Elle portait l'uniforme classique du personnel que sa femme Béatrice avait choisi des années auparavant. Bleu roi avec des détails blancs. Une colle blanche immaculée, des poignets blancs aux manches et un tablier blanc à mi-donné qui tombait à mi-mollet. Elle se déplaçait autour de la table avec une élégance silencieuse. Elle servait la soupe avec une louche en argent, murmurant « Excusez-moi, jeune homme », chaque fois qu'elle s'approchait de l'un des garçons. Et les garçons, ces garçons, les mêmes qui, 1 an plus tôt, s'étaient moqués d'elle le premier jour. Les mêmes qui avaient parié de l'argent pour voir combien de temps elle tiendrait avant de démissionner en larmes. Maintenant, il répondait d'une voix douce « Merci, Hope ». C'était son nom. Arthur l'avait embauchée il y a près de 6 mois, sans vraiment la regarder. Il avait signé les papiers sans les lire, accepté la recommandation de l'agence et oublié son existence. Pour lui, elle n'était qu'une ombre de plus dans la maison. Une gouvernante, rien. Et maintenant, cette ombre faisait ce que lui, le père, n'avait pas réussi en 21 ans. Faire en sorte que ses 4 fils se comportent comme des êtres humains. Arthur sentit quelque chose lui monter à la gorge, quelque chose de chaud, qu'il ne pouvait pas contrôler. Il voulait entrer dans la salle à manger, crier, demander des explications. Mais ses jambes ne répondaient pas. Il resta là, paralysé, agrippé au cadre de la porte comme un naufragé à une planche. Matthew, l'aîné, fut le premier à lever la tête après la prière. Il avait 21 ans. Il avait les traits fins de Béatrice et la mâchoire carrée d'Arthur. Ses yeux, qui 1 an plus tôt n'exprimaient que l'arrogance et le mépris, brillaient maintenant d'une lueur de paix. « Hope, dit doucement Matthew, puis-je vous demander une faveur? Tout ce que vous ordonnerez, jeune Matthew, répondit-elle en inclinant légèrement la tête. S'il vous plaît, asseyez-vous avec nous. Aujourd'hui est un jour spécial. Jeune homme, vous savez que je ne peux pas. Ma place est de servir. Non, s'il vous plaît, juste pour aujourd'hui. C'est l'anniversaire de maman. Elle aurait eu 52 ans aujourd'hui. Arthur sentit son monde s'effondrer. L'anniversaire de Béatrice. Il l'avait oublié. Lui, le mari, le veuf, avait oublié l'anniversaire de sa propre femme décédée. Mais ses fils, non. Ses fils s'en étaient souvenus. Ils avaient organisé un déjeuner spécial avec des prières, des fleurs, une soupe de nouilles au poulet, le plat préféré de Béatrice. Et avec l'employé de maison comme invité d'honneur. Hope baissa les yeux. Arthur vit ses yeux verts se remplir de larmes. Il la vit porter la main à sa poitrine, comme pour contenir quelque chose. « Jeune Matthew, murmura-t-elle, ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis juste là pour vous servir. Votre maman veille sur vous depuis le ciel. C'est ça qui est important. » Samuel, le plus jeune, le plus rebelle, celui qui avait été renvoyé de 3 lycées pour mauvaise conduite, se leva de sa chaise. Il s'approcha de Hope, lui prit la main respectueusement et dit quelque chose qui brisa complètement Arthur. « Tu es aussi notre maman, Hope, même si tu ne veux pas l'être. » Arthur porta la main à sa bouche pour retenir un cri. Des larmes coulaient sur son visage de manière incontrôlable. Il pleurait en silence, caché derrière la porte de sa propre salle à manger. Il regardait une scène qu'il n'avait pas construite. Une scène qui appartenait à un autre homme, à un père qui avait été présent, à un mari qui avait aimé sa femme jusqu'au bout. Et puis, alors que les 4 garçons souriaient et que Hope essayait de cacher ses larmes, Arthur vit quelque chose sur le mur de la salle à manger qui finit de briser son âme en deux. 3 portraits encadrés. 3 photographies de ses enfants, quand ils étaient petits garçons, vêtus de chemises blanches, souriant à l'appareil photo comme des anges. Des photographies qu'il se souvenait avoir vues pour la dernière fois dans une vieille boîte à la cave. Des photographies que Béatrice avait gardées avec dévotion pendant des années. Des photographies qu'il avait ordonné de ranger après les funérailles parce qu'il ne supportait pas de les voir. Quelqu'un les avait sauvées. Quelqu'un les avait nettoyées. Quelqu'un les avait soigneusement encadrées. Et ce quelqu'un se tenait au milieu de la salle à manger,
servant de la soupe à ses fils avec le même amour que Béatrice l'aurait fait. Arthur recula en trébuchant, heurtant un vase dans le couloir. Le bruit du verre se brisant sur le marbre résonna dans toute la maison. Les 4 garçons se retournèrent. Hope tourna lentement son corps, et les yeux verts de l'employé de maison rencontrèrent les yeux gris du millionnaire pour la première fois en 6 mois. Elle se figea, la louche à la main. Il se figea, les larmes au visage. Matthew se leva d'un bond. « Papa !» Arthur ne put répondre. Il ne pouvait penser qu'à une seule chose, juste une, avant que tout son monde ne s'écroule. Qui est cette femme? Et pourquoi est-elle arrivée chez moi avec un an de retard? 6 mois plus tôt, la maison des Kingston était un enfer, avec des lustres en cristal. Beatrice Kingston était morte depuis 6 mois, et la famille s'effondrait comme un château de sable sous la marée. Arthur s'était réfugié dans les voyages d'affaires. Tokyo, Dubaï, Francfort, Sao Paulo. N'importe où loin de ce manoir de Bellevue Hill où chaque recoin sentait le parfum de sa femme. Il ne rentrait en Australie que pour signer des contrats, dormir 3 nuits dans sa chambre vide, puis repartir en courant. Ses 4 fils le voyaient passer dans la maison comme un fantôme en cravate. Et pendant que le père fuyait, les 4 garçons déchiraient ce qui restait. Matthew, l'aîné, avait abandonné ses études de droit à l'université de Sydney. Il disait que l'université était pour les perdants. Il passait ses journées à conduire la Porsche que son père lui avait offerte avant les funérailles. Il rentrait à la maison à 4 heures du matin, sentant le whisky et le parfum bon marché. Le lendemain, il se réveillait à 14 heures en hurlant au personnel que le café était froid. Andrew, le deuxième, avait décidé de devenir entrepreneur numérique, ce qui signifiait qu'il s'enfermait dans sa chambre avec son ordinateur jusqu'à l'aube. Il dilapidait l'héritage de sa mère dans des paris sportifs en ligne. Il avait perdu plus de 3 millions de dollars et personne dans la maison ne le savait. Daniel, le troisième, était le plus silencieux et le plus dangereux. Il était tombé dans la drogue 6 mois avant la mort de Béatrice. De la cocaïne le week-end au début, puis en semaine, puis tous les jours. Sa mère l'avait découvert une nuit et s'était enfermée dans la salle de bain en pleurant pendant 4 heures. 3 semaines après cette nuit, Béatrice s'était évanouie pour la première fois. Le cancer était trop avancé, et Samuel, le plus jeune, le bébé de la famille, le préféré de Béatrice, avait été renvoyé de 3 lycées en 2 ans. La dernière fois, c'était pour avoir frappé le fils d'un député lors d'une bagarre d'ivrogne dans une boîte de nuit de Bellevue Hill. Arthur avait payé 3 millions de dollars pour que l'affaire ne paraisse pas dans les journaux. 4 fils, 4 chèques, 4 jeunes hommes avec un nom de famille cher et des âmes détruites. Et au milieu de tout ça, un matin de mars, la sonnette retentit. Madame Jenkins, la gouvernante, qui était avec la famille depuis 22 ans, ouvrit la porte. C'était elle qui gérait la maison, parce que Arthur ne voulait pas et que les garçons ne pouvaient pas. Mais Madame Jenkins avait déjà 68 ans, le dos courbé par l'arthrite. On lui avait diagnostiqué un diabète avancé 2 mois plus tôt. Elle devait prendre sa retraite, et avant de partir, elle avait promis de trouver quelqu'un pour la remplacer. À la porte se tenait une jeune femme. Elle portait une simple robe grise, des chaussures noires usées. Ses cheveux châtains foncés étaient attachés en un chignon discret. Elle tenait un sac en plastique avec ses papiers. Elle n'avait ni valise ni bijoux. Seulement un regard que Madame Jenkins n'avait vu chez aucun être humain depuis son enfance dans sa ville de l'Outback du Queensland. « Bonjour madame, je suis ici pour le poste d'employé de maison. L'agence m'a envoyé. »« Comment vous appelez-vous ma chère? »« Hope Evans, à votre service. » Madame Jenkins la toisa de haut en bas. Trop jeune, trop jolie. Des yeux verts qui brillaient comme 2 émeraudes sur un visage pâle et tiré. Sa peau était impeccable mais sèche, comme si cette femme n'avait pas bien dormi depuis des années. Ses mains étaient délicates mais calleuses, des mains de travailleuse. « Quel âge avez-vous? »« 30 ans, madame. »« Mariée? Veuve? Des enfants? » Hope hésita une seconde, juste une seconde. Puis elle répondit fermement. « Non, madame, je n'ai pas d'enfant. » Madame Jenkins n'insista pas. En 22 ans de service, elle avait appris que certaines questions ne devaient pas être posées 2 fois. « Entrez, ma chère. Je vais vous expliquer comment est cette maison. » Hope entra dans le hall en marbre, leva les yeux vers les plafonds de 6 mètres, vers les lustres en cristal de Murano, vers les escaliers en bois sculpté. Elle n'ouvrit pas la bouche, elle ne soupira pas,
Elle ne montra aucune admiration. Elle regarda simplement tout avec le même calme que celui avec lequel on regarde n'importe quel paysage. Et Madame Jenkins sut à cet instant que cette femme n'était pas là pour l'argent. Cette maison, ma chère, a 4 démons. 4 jeunes hommes, les fils du patron. La maîtresse de maison, Madame Béatrice, que Dieu ait son âme, est décédée il y a 6 mois. Depuis, les garçons sont insupportables. Je vous le dis d'emblée, pour que vous ne veniez pas démissionner la première semaine. Je ne démissionnerai pas, madame. Elles disent tout ça. La dernière employée a duré 4 jours. Le jeune Matthew lui a jeté une assiette de soupe chaude au visage parce qu'elle était tiède. Celle d'avant a duré 9 jours. Le jeune Samuel l'a enfermée à la cave pour plaisanter et a oublié de la faire sortir. Elle y a passé la nuit. Je ne partirai pas, madame. Madame Jenkins plissa les yeux. Pourquoi en êtes-vous si sûre? Hope regarda vers la fenêtre, vers le jardin, vers un nid d'oiseau sur la branche d'un frêne. Parce que je n'ai nulle part où aller, madame. Madame Jenkins sentit un frisson. Pas de peur, mais quelque chose qui ressemblait à du respect. Je vous engage, vous commencez demain à 6 heures du matin. Merci, madame. Que Dieu vous bénisse. Le soir même, Hope arriva avec seulement une petite valise. On l'installa dans les quartiers du personnel, à l'arrière. Une chambre simple avec un lit simple, une armoire en bois et une salle de bain partagée. Hope déballa ses affaires en silence. 3 uniformes, 2 robes de ville, un chapelet, une Bible usée et une petite photographie encadrée qu'elle cacha immédiatement dans son tiroir à chaussettes. Personne ne vit la photographie. Personne ne sut alors que sur cette photo, il y avait un garçon de 8 ans souriant avec une casquette de baseball, tenant un ballon rouge lors d'une fête de campagne. Le lendemain, à 6h30, Hope frappa à la porte de la salle à manger principale avec le plateau du petit déjeuner. Matthew était là, mangeant seul, le regard perdu sur son téléphone. Il avait la gueule de bois. Il portait la même chemise que la veille. Quand Hope entra, il ne leva même pas les yeux. « Vieille femme, combien de temps allez-vous prendre? Je suis pressé. » Hope posa le plateau sur la table sans un mot. Elle lui versa son café, ajusta sa serviette, et alors qu'elle se penchait pour poser l'assiette d'œufs, Matthew leva les yeux et la vit pour la première fois. Il se figea. Les yeux verts de Hope avaient quelque chose que Matthew ne put identifier à ce moment-là. Un calme profond, une absence totale de peur. Un regard qui ne jugeait pas, mais qui ne se laissait pas non plus piétiner. « Et qui diable êtes-vous » demanda Matthew, baissant la voix sans s'en rendre compte. « Hope, jeune homme, la nouvelle employée. Madame Jenkins m'a embauché hier. Eh bien, enchanté de vous rencontrer, Hope. Bienvenue en enfer. » Et là, il se passa quelque chose que Matthew n'attendait pas. Hope sourit, pas d'un air moqueur, ni craintif, mais avec un sourire serein, presque maternel. « Jeune homme, je suis déjà allé en enfer une fois. Cet endroit n'est pas encore tout à fait comparable. » Matthew laissa tomber sa fourchette. « Quoi? Ici, vous avez encore le soleil qui passe par les fenêtres, jeune homme. C'est déjà beaucoup. » Hope quitta la salle à manger avec le même calme qu'elle y était entrée. Matthew fixa son assiette d'œufs pendant 5 minutes sans bouger. Il ne savait pas ce qui lui était arrivé. Il ne savait pas pourquoi le café avait soudain un goût différent. Il ne savait pas pourquoi, pendant le reste de la journée, il ne put se sortir de la tête la voix douce de cette femme disant « Cet endroit n'est pas tout à fait comparable à l'enfer. » Les 3 autres frères découvrirent Hope au cours de la première semaine, chacun à sa manière. Andrew la rencontra quand elle entra dans sa chambre avec des draps propres et le trouva en train de pleurer devant son ordinateur parce qu'il venait de perdre 80 000 $ dans un pari. Hope ne demanda rien. Elle laissa simplement les draps pliés sur la chaise, posa une main sur l'épaule du garçon pendant 1 seconde et partit, sans un mot. Andrew continua de pleurer pendant encore 10 minutes, puis il ferma son ordinateur. Cette nuit-là, il ne paria pas. Daniel la rencontra une aube, quand elle monta à 5 heures du matin et le trouva effondré dans le couloir, inconscient, la bouche pleine de mousse. Hope ne cria pas, ne courut pas réveiller qui que ce soit. Elle s'agenouilla à côté du garçon, tourna sa tête sur le côté, nettoya sa bouche avec un chiffon, le transporta comme elle put jusqu'à sa chambre et le mit au lit. Elle veilla sur lui jusqu'à ce qu'il se réveille à 11 heures. Quand Daniel ouvrit les yeux et la vit assise au pied de son lit avec un chapelet à la main, pour la première fois en 2 ans, il ressentit quelque chose qui ressemblait à de la honte. Samuel, le plus jeune, le plus rebelle,
la rencontra le jour où il décida de la tester. Il enferma une araignée à toile entonnoir dans le tiroir de l'armoire où Hope gardait ses uniformes. Hope ouvrit le tiroir ce soir-là, vit l'araignée, l'attrapa avec un verre, la sortit dans le jardin et la relâcha sous un buisson. Le lendemain, elle dit à Samuel dans le couloir, sans reproche, « Jeune homme, l'araignée que vous avez mise dans mon tiroir est maintenant vivante dans le jardin. Si vous la voulez, je l'ai laissée là. Mais je vous demande une faveur. La prochaine fois, parlez-moi simplement. Il n'est pas nécessaire d'envoyer des messagers avec du venin. Je vous écouterai. » Samuel resta sans voix. En 2 semaines, les 4 frères avaient cessé de se battre à table. En 4 semaines, ils avaient cessé de crier sur les autres employés. En 8 semaines, Matthew était retourné à l'université. Andrew avait cessé de jouer. Daniel était entré dans un programme de désintoxication discret, et Samuel avait commencé à aider Hope à débarrasser la table après le dîner. Personne dans la maison ne comprenait ce qui se passait. Madame Jenkins, elle, comprenait. Elle avait compris dès le premier jour en voyant comment Hope regardait les garçons. Elle ne les regardait pas comme des employés regardent des employeurs. Elle ne les regardait pas avec peur. Elle ne les regardait pas avec ressentiment. Elle les regardait comme une mère regarde ses enfants perdus. Avec une tendresse silencieuse qui n'exigeait rien en retour. Un soir, Madame Jenkins entra dans la cuisine et trouva Hope en train de pleurer silencieusement devant la cuisinière en remuant une marmite de soupe de nouilles au poulet. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chère? »« Rien, madame. C'est juste que cette soupe sent exactement comme celle que je faisais pour mon... » Hope se tut. Madame Jenkins ne posa pas plus de questions. Mais ce soir-là, avant de se coucher, Hope sortit la petite photographie encadrée du garçon à la casquette et au ballon rouge de son tiroir à chaussettes. Elle l'embrassa, la serra contre sa poitrine et murmura quelque chose que seule elle entendit. « Mon fils, pardonne-moi de m'occuper de ces 4-là. Pardonne-moi d'être encore en vie. Si Dieu le permet, j'essaierai de les sauver comme je n'ai pas pu te sauver. » Elle rangea la photographie, éteignit la lumière. Et de l'autre côté de l'Atlantique, dans une suite du Burj Al Arab à Dubaï, M. Arthur Kingston signait un contrat millionnaire sans avoir la moindre idée que la femme qui allait changer sa vie venait d'embrasser la photographie d'un enfant mort dans les quartiers du personnel de sa propre maison. La première histoire du miracle silencieux. Un millionnaire rentre chez lui à l'improviste pour le déjeuner et n'en croit pas ses yeux. « Misérable gouvernante, qui vous a donné la permission de toucher aux affaires de ma mère ?» cria Matthew depuis le 2e étage. Sa voix résonna dans le manoir comme un coup de tonnerre. Il était 11 heures du matin un samedi. Le garçon descendait les escaliers en tapant des pieds, toujours en pyjama, la mâchoire serrée et les yeux rouges de rage. Hope était à genoux dans le couloir principal en bas, un chiffon humide dans une main et un vieux cadre dans l'autre. Elle venait de monter de la cave. Cela faisait 3 semaines qu'elle demandait à Madame Jenkins la permission de descendre dans cette pièce sombre et humide où étaient entreposées les vieilles affaires de la famille. Madame Jenkins avait hésité. « Ma chère, ces boîtes n'ont pas été touchées depuis que nous avons enterré Madame Kingston. » Le patron a ordonné de ne pas y toucher. Mais Hope avait insisté de sa voix douce. « Madame, je veux juste nettoyer un peu. Je ne sortirai rien sans permission. » Et la veille, en rangeant des boîtes en carton poussiéreuses, Hope avait trouvé 3 cadres en argent, enveloppés dans du papier journal jauni. Elle les avait déballés avec soin. 3 photographies des frères Kingston quand ils étaient enfants. 3 anges blonds et bruns souriant à l'appareil photo, vêtus de chemises blanches, enlacés par une jeune et belle femme qui avait le même sourire que Samuel, Madame Béatrice. Hope s'était assise sur le sol de la cave et avait pleuré en silence pendant 10 minutes. Puis elle avait monté les photographies dans le couloir principal, les avait nettoyées une par une avec un chiffon humide et était en train de les disposer sur le mur blanc quand Matthew descendit en criant « Je vous parle, la gouvernante. Qui vous a donné la permission ?» Hope ne se retourna pas. Elle continua d'essuyer calmement, comme si le cri n'avait pas existé. « Jeune Matthew, bonjour. Voulez-vous que je vous serve le petit déjeuner? » « Je ne veux pas de petit déjeuner. Je veux que vous laissiez les affaires de ma mère tranquilles. Vous n'avez pas le droit de les toucher. Vous êtes une employée. Vous n'êtes pas de la famille. Vous n'êtes rien dans cette maison. » Madame Jenkins apparut dans le couloir, alarmée par les cris. Andrew descendit à mi-chemin des escaliers. Daniel passa la tête par la porte du bureau.
Samuel se tenait sur le palier, observant. Hope accrocha le premier portrait au mur. Elle le redressa avec soin. Puis elle se tourna vers Matthew, les mains croisées sur son tablier. « Jeune homme, vous avez absolument raison. Je ne suis personne dans cette maison. Je suis juste la nouvelle employée, et je m'excuse si je vous ai offensé en mettant ces photographies, sans vous demander la permission d'abord. Enlevez-les. Enlevez-les tout de suite. Oui, jeune homme, je vais les enlever si vous me l'ordonnez. » Hope tendit la main vers le cadre qu'elle venait d'accrocher. Mais avant de le toucher, elle s'arrêta. Elle regarda dans les yeux de Matthew sans défi, sans peur, avec une tendresse qui désarma le garçon. « Jeune Matthew, puis-je vous dire une seule chose avant de l'enlever ?» Matthew serra les poings. Il voulait crier à nouveau, mais ne le pouvait pas. La voix de cette femme entrait dans ses oreilles comme de l'eau chaude. « Parlez. Votre mère a gardé ces portraits à la cave parce que vous lui avez demandé il y a de nombreuses années de les enlever. Vous vous souvenez, jeune homme? Madame Jenkins m'a dit que vous aviez 14 ans. Vous aviez honte que vos amis voient des photos de vous quand vous étiez petit. Vous avez dit à votre mère, « Maman, enlève ces photos ridicules. On dirait que j'ai 5 ans. » Et votre mère les a descendues à la cave, mais elle ne les a pas jetées, jeune homme. Elle les a enveloppées dans du papier journal. Elle les a gardées précieusement, en espérant qu'un jour vous voudriez les revoir. Matthew sentit l'air lui manquer. Il se souvenait parfaitement. Il avait 14 ans. Il avait invité Andrew Smith et Paul Riley à la maison et avait été mortifié quand ils avaient vu des photos de lui à 5 ans dans le couloir. Le soir même, il avait dit brutalement à sa mère de les enlever. Béatrice avait souri tristement. Elle avait enlevé les photos sans protester. Matthew n'avait plus jamais demandé où elles étaient. Et maintenant, 7 ans plus tard, une employée de maison qui n'avait même pas connu Béatrice les avait trouvées à la cave, les avait nettoyées et les avait raccrochées au mur. « Comment savez-vous ça ?» murmura Matthew, la voix brisée. « Madame Jenkins me l'a dit, jeune homme, mais je l'ai senti dès que j'ai ouvert la boîte à la cave. Les mamans gardent les choses que leurs enfants ne veulent pas voir. Elles ne les jettent pas. Elles attendent. Chaque maman attend. » Hope baissa les yeux, tendit à nouveau la main vers le cadre. « Je vais l'enlever, jeune homme. Ne vous inquiétez pas. »« Attendez !» cria soudain Matthew. Hope s'arrêta. Le garçon de 21 ans, l'héritier de l'Empire Kingston, le propriétaire de la Porsche, celui qui 1 mois plus tôt avait jeté une assiette d'œufs sur une employée parce qu'ils étaient tièdes, se tenait au milieu du couloir, les yeux pleins de larmes qu'il ne voulait pas laisser couler. « Laissez-le, dit-il à voix basse. Laissez-le où il est. Vous êtes sûr, jeune homme? Laissez-le. » Hope inclina la tête, disposa les 2 autres cadres sur le mur lentement, en silence. Les 3 portraits étaient accrochés côte à côte. Matthew à 5 ans, avec Andrew à 3 dans ses bras. Les jumeaux Daniel et Samuel à 2 dans un hamac. Et tous les 4 ensemble à 6, 8, 10 et 10 ans, assis sur un banc dans le jardin de la maison. Matthew ne bougea pas. Il resta devant les photographies pendant 45 minutes. Madame Jenkins le laissa seul. Hope continua ses tâches dans la cuisine. Les 3 autres frères passèrent un par un dans le couloir en silence. Ils regardèrent les portraits, regardèrent Matthew, et continuèrent leur chemin sans rien dire. Le même après-midi, pendant que Hope nettoyait la cuisine, Matthew entra sans prévenir. Il portait une chemise propre. Il était rasé. Ses yeux étaient rouges, mais son regard était serein. « Hope? »« Oui, jeune homme. Je veux m'excuser. » Hope laissa le chiffon sur la table, s'essuya les mains sur son tablier, le regarda avec son calme habituel. « Pourquoi, jeune Matthew? »« Pour ce matin. Pour tout. Pour la façon dont je vous ai traité depuis votre arrivée. Pour la façon dont je traite Madame Jenkins. Pour la façon dont j'ai traité ma mère dans les dernières années de sa vie. » Hope ne répondit pas immédiatement. Elle sortit un mouchoir propre de la poche de son tablier et le tendit au garçon. Matthew le prit, s'assit sur l'une des chaises de la cuisine, et pour la première fois depuis la mort de sa mère, il pleura. Il pleura comme un enfant. Il pleura pendant 20 minutes sans s'arrêter. Son visage enfoui dans ses mains, ses épaules secouées par des sanglots qui semblaient venir du plus profond de lui. Hope ne le serra pas dans ses bras. Elle ne dit pas « c'est fini ». Elle n'offrit pas de réconfort bon marché. Elle resta simplement là, près de la cuisinière, se versant une tasse de café, le laissant pleurer en paix. Quand Matthew eut fini, il leva son visage enflé et dit « Ma mère se serait occupée de moi comme ça, n'est-ce pas ?» Hope hocha lentement la tête.
Votre mère se serait occupée de vous comme ça, mon fils. Exactement comme ça. C'était la première fois qu'elle l'appelait « mon fils ». Matthew se leva, se dirigea vers la porte de la cuisine, s'arrêta dans l'embrasure et, sans se retourner, dit « Hope, ma mère cuisinait de la soupe de nouilles au poulet le dimanche. C'était son plat préféré. Savez-vous faire de la soupe de nouilles au poulet? Je sais, jeune homme. Demain, c'est dimanche. Oui, jeune homme. Pourriez-vous en faire? J'en ferai demain, jeune homme, pour vous quatre. Matthew hocha la tête. Il quitta la cuisine. Hope resta près de la cuisinière, sa tasse de café tremblant dans sa main. Le lendemain, dimanche, les quatre frères déjeunèrent ensemble pour la première fois en 6 mois. Soupe de nouilles au poulet avec bouillon de poulet, petit pain tout juste sorti du four, riz blanc et agneau rôti avec sa sauce. Le même repas que Béatrice faisait chaque dimanche. Les quatre mangèrent en silence. Aucun n'osa commenter ce qui se passait. Mais quand Hope leur apporta le dessert, un crumble aux pommes avec de la crème anglaise, également le préféré de Béatrice, Samuel, le plus jeune, laissa tomber sa fourchette et dit à voix haute « Hope, avez-vous déjà cuisiné pour ma mère ?» Hope se figia, le plateau entre les mains. « Non, jeune homme, je n'ai jamais connu votre mère. Alors, comment savez-vous faire sa cuisine exactement de la même manière ?» Hope regarda vers la fenêtre. Elle prit un moment pour répondre. « Jeune Samuel, certaines mamans se ressemblent. La mienne cuisinait de manière similaire. C'est peut-être pour ça. Votre mère vit-elle? Non, jeune homme. Elle est morte il y a de nombreuses années. Et votre père? Avez-vous une famille, vous aussi? » Hope hésita. Pour la première fois en 6 semaines, elle hésita. « J'en avais une, jeune homme. Plus maintenant. » Samuel ne posa pas plus de questions. Mais ce soir-là, avant de dormir, il envoya un message WhatsApp à Matthew. « Frère, je pense que Hope est plus seule que nous, et c'est beaucoup dire. » Les semaines suivantes furent un miracle silencieux. Daniel commença à cuisiner aux côtés de Hope le samedi. Il disait qu'il aimait l'odeur des oignons frits le matin, parce que ça lui rappelait quelque chose dont il ne savait pas quoi. Hope ne lui demanda jamais s'il prenait encore de la drogue. Mais un jour, alors qu'ils épluchaient des pommes de terre ensemble, elle dit à l'improviste « Jeune Daniel, mon jeune frère est mort à 24 ans d'une overdose. Je l'ai trouvé dans la salle de bain de ma maison. Il s'appelait Jack. C'était le plus gentil de mes 4 frères, le plus gentil et le plus brisé. » Daniel laissa tomber le couteau. « Pourquoi me dites-vous ça, Hope? Parce que vous ne savez pas à quel point le monde sera beau quand vous sortirez du trou, jeune homme. Et mon frère n'a pas pu le savoir. Je prie Dieu chaque jour pour que vous le sachiez. » Daniel entra dans un programme de désintoxication sérieux cette même semaine, de sa propre volonté, sans que personne ne le force. Andrew, le joueur, commença à chercher Hope dans la cuisine la nuit. Il lui parlait de ses pertes. Il avoua qu'il ne savait pas comment il allait récupérer l'argent. Hope ne le gronda pas. Elle ne prêcha pas. Elle lui servit juste un verre de lait chaud à la cannelle, comme ma mère le faisait pour mon père quand il était inquiet. Et elle lui demanda ce qu'il voulait étudier dans la vie. Andrew lui dit qu'il avait toujours voulu être architecte, que son père lui avait dit que c'était une carrière pour les artistes affamés. Hope répondit « Jeune homme, les artistes affamés ne construisent pas de cathédrales. Les artistes affamés se moquent de ceux qui les construisent. » Andrew s'inscrivit en architecture 3 mois plus tard, et Samuel, le plus jeune, le plus rebelle, devint l'ombre de Hope. Il l'accompagnait au marché, l'aidait à porter les sacs. Il s'asseyait sur un tabouret dans la cuisine, pendant qu'elle pétrissait la pâte pour les petits pains, et lui racontait des histoires de son enfance dans sa ville de campagne. Samuel découvrit, sans s'en rendre compte, que pendant des années, il avait manqué d'une mère. Que sa mère, Béatrice, avait été merveilleuse, mais avait été malade les 3 dernières années de sa vie. Que lui, le bébé de la maison, avait grandi sans que quelqu'un lui demande comment s'était passée sa journée. Hope le lui demandait tous les jours. « Comment s'est passée ton école, jeune homme? As-tu bien mangé? As-tu dormi ?» Samuel faisait semblant d'être agacé. À l'intérieur, il comptait les heures jusqu'à ce qu'elle lui demande à nouveau. Une nuit, tard, Madame Jenkins entra dans la cuisine et trouva Hope assise sur une chaise, regardant les portraits des garçons qu'elle avait accrochés dans le couloir. Elle pouvait les voir de la cuisine, car la porte était ouverte. Hope tenait la petite photographie du garçon à la casquette et au ballon rouge serré contre sa poitrine. Elle pleurait en silence. « Ma chère, qu'est-ce qui ne va pas? »« Rien, madame. C'est juste que je l'ai trahi. »
Qui? Mon enfant, mon Jared. Je n'ai pas pensé à lui depuis 2 mois. Chaque jour, j'aime ces garçons comme s'ils étaient les miens. Et mon enfant est seul au ciel à m'attendre. Madame Jenkins s'assit à côté de Hope, lui prit la main. Ma chère, votre enfant n'est pas seul. Madame Béatrice s'occupe de lui là-haut, et elle vous a envoyé ici pour vous occuper des siens. Ne le voyez-vous pas? C'est un accord entre 2 mamans, une au ciel, une sur terre. Hope la regarda avec des yeux verts embués de larmes. Vous croyez ça, madame? Ma chère, je suis dans cette maison depuis 22 ans. J'ai vu naître ces 4 garçons. J'ai vu mourir madame Béatrice. Et jamais en 6 mois sans elle, je n'avais senti l'odeur de la soupe de nouilles au poulet le dimanche jusqu'à votre arrivée. Oui, je le crois. Je le crois de tout mon cœur. Cette nuit-là, avant de dormir, Hope embrassa la photographie de son fils. Elle murmura. « Mon fils, maman s'occupe d'autres grands enfants. Ne sois pas en colère contre moi. Je te promets que chaque fois que je cuisinerai la soupe, je penserai d'abord à toi. » Elle rangea la photographie, éteignit la lumière. Et de l'autre côté de l'océan, dans une suite du Mandarin oriental à Hong Kong, M. Arthur Kingston reçut un message de sa sœur Rebecca qui disait « Frère, nous devons parler. Cette nouvelle employée fait des choses étranges dans ta maison. Ils vont te voler tes enfants sous ton nez. Reviens. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. » Arthur lut le message, fixa l'écran, et pour la première fois en 6 mois, il songea à retourner en Australie. Une gouvernante qui cuisine de la soupe de nouilles au poulet dans la salle à manger principale, avec mes neveux assis, comme si elle était leur mère. Sur mon cadavre, Arthur, sur mon cadavre. Madame Rebecca Kingston Villarreal entra dans le manoir de Bellevue Hill un mardi à 11 heures du matin, sans prévenir. Ses talons claquaient si fort que le marbre du hall vibrait sous ses chaussures italiennes. Elle avait 58 ans, les cheveux blonds teints parfaitement lissés, des bijoux en or jusqu'au coude, et un parfum français qui se sentait à 3 mètres de distance. Elle était la sœur aînée d'Arthur. Elle portait un tailleur pantalon rouge sang et un sac Hermès aussi cher que la voiture d'un travailleur moyen. Et surtout, elle portait quelque chose de plus dangereux que tout le reste, un soupçon venimeux dans sa tête. Rebecca attendait quelque chose en silence depuis 20 ans. Ce quelque chose, c'était l'héritage. Arthur et Béatrice avaient eu 4 enfants. Rebecca n'en avait eu aucun. Son mari, M. Patrick Villarreal, un vieux banquier qu'elle avait épousé pour l'argent à 28 ans, était mort sans lui laisser la fortune qu'elle attendait. La fortune du banquier avait été distribuée entre les enfants de son premier mariage. Rebecca n'avait reçu qu'une maison à Vaucluse et une modeste pension selon ses critères. Par conséquent, depuis la mort de Béatrice, Rebecca avait commencé à calculer en silence. Si les 4 neveux continuaient d'être le désastre qu'ils étaient, drogue, jeux, expulsion, scandale, tôt ou tard, Arthur les déshériterait. Et alors elle, la sœur aînée, la seule famille qu'il restait au Magna, hériterait de tout. L'entreprise, les propriétés, le compte en Suisse, le terrain de Bellevue Hill, tout. Mais maintenant, du jour au lendemain, ses neveux étaient devenus normaux, et cela lui avait senti l'arnaque dès le début. Madame Jenkins, où sont mes neveux? Madame Jenkins apparut du couloir en s'essuyant les mains sur son tablier. Bonjour, Madame Rebecca. Les garçons sont... Peu m'importe où ils sont en ce moment. Je veux voir la nouvelle gouvernante, celle qui leur lave le cerveau. Comment s'appelle-t-elle? Hope, Madame. Hope. Cria Rebecca vers le plafond, comme si la femme flottait à l'étage. Hope, descendez tout de suite. Hope descendit les escaliers, avec son calme habituel. Elle portait l'uniforme bleu roi et blanc immaculé. Ses cheveux soigneusement attachés, sans une seule mèche qui dépasse, et des yeux verts sereins comme 2 étangs. Elle s'arrêta à 3 pas de Rebecca, les mains croisées sur son tablier. « Bonjour, madame. En quoi puis-je vous aider ?» Rebecca la toisa de haut en bas, puis elle laissa échapper un rire sec. « Alors, vous êtes la fameuse Hope. À votre service, madame. Regardez-la. Jeune, la peau claire, les yeux verts, des manières de princesse. On dirait que vous venez d'une bonne famille, mais non, n'est-ce pas? Vous êtes une employée, une petite employée, juste une parmi la foule. » Madame Jenkins ouvrit la bouche pour protester. Rebecca la fit taire d'une main levée. « Madame Jenkins, retirez-vous. »« C'est entre elle et moi, Madame Rebecca. Avec tout le respect que je vous dois, retirez-vous. »« Madame Jenkins,
les poings serrés, entra dans la cuisine. Elle colla son oreille contre la porte pour écouter. Rebecca tourna autour de Hope comme si elle était une vache à une foire au bétail. Elle toucha la manche de son uniforme, regarda ses ongles, renifla ses cheveux. « Vous sentez le savon bon marché. C'est la seule chose humble chez vous. D'où venez-vous? De l'Outback Queensland, madame. D'une petite ville agricole. Famille? Ils sont morts, madame. Mari? Il est mort, madame. Enfant? » Hope ne répondit pas. Elle baissa le regard d'1 millimètre, juste 1 millimètre, mais Rebecca, qui chassait les faiblesses des gens depuis 30 ans, le remarqua comme un drapeau rouge. « J'ai demandé si vous aviez des enfants. »« Non, madame, je n'en ai pas. »« Vous êtes sûre? »« Oui, madame. » Rebecca sourit. Un sourire de vipère. « Écoutez, Hope, je vais vous dire quelque chose de femme à femme. Je suis la sœur de Monsieur Arthur. Je suis la seule tante que ces 4 garçons ont, et je n'aime pas ce que vous faites dans cette maison. Je n'aime pas que vous cuisiniez la nourriture de ma défunte belle-sœur. Je n'aime pas que vous accrochiez des photographies qui ne sont pas les vôtres. Je n'aime pas que mes neveux vous appellent Hope au lieu de mademoiselle. Et surtout, je n'aime pas que cette maison, qui est une maison de millions, soit entretenue par une étrangère dont personne ne connaît les origines. Madame, je ne fais que mon travail. Votre travail est de servir, de vous taire et de disparaître, pas de vous insinuer dans le cœur de cette famille. Compris? Oui, madame. Bien. Maintenant, allez à la cuisine et faites-moi un café noir, sans sucre. J'attendrai mes neveux dans le salon principal. Hope inclina la tête et se retira sans rien dire de plus. Mais Rebecca n'était pas venue pour un café. Rebecca était venue pour enquêter. Dès que Hope disparut dans le couloir, Rebecca sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle avait enregistré sous le nom de Monsieur Wallace. « Wallace, c'est moi. J'ai besoin que vous enquêtiez sur une personne, de toute urgence. Non, Hope Evans, 30 ans, d'une ville de l'Outback du Queensland, employée de maison de la famille Kingston. Je veux tout savoir. Passé, famille, dettes, enfants, conjoints, casier judiciaire, tout. Je payerai ce que vous demanderez, mais je le veux pour vendredi. » Elle raccrocha. Elle sourit et se dirigea vers le salon principal avec l'élégance létale d'une femme qui sait exactement comment détruire une vie. 3 jours plus tard, le vendredi à 19 h, M. Wallace arriva chez Rebecca à Vaucluse avec une enveloppe jaune en manille. Elle faisait 4 centimètres d'épaisseur. À l'intérieur se trouvait un rapport complet. Rebecca l'ouvrit avec des doigts tremblants d'excitation. Elle lut, relut et laissa échapper un rire long, profond, presque diabolique. « Je t'ai eu, gouvernante. Je t'ai eu par les cheveux. » Le rapport disait tout. Il disait des choses que Hope n'avait même pas dites à Madame Jenkins. Il disait que Hope Evans était née dans une petite ville agricole de l'Outback du Queensland, dans une famille de fermiers pauvres. Qu'elle avait épousé un homme nommé Jack Evans à 18 ans, qui travaillait comme maçon. Qu'à 20 ans, elle avait eu un fils, un seul fils, un garçon, nommé Jared Evans, et que cet enfant était mort à 8 ans d'une leucémie dans un hôpital public de Sydney. Le rapport comprenait des copies du certificat de décès de l'enfant, une copie du certificat médical, une copie du dossier hospitalier. Et il comprenait autre chose. Quelque chose que Rebecca lut 2 fois, parce qu'elle n'en croyait pas sa chance. Le dossier indiquait que l'enfant était mort parce que ses parents n'avaient pas pu payer le traitement expérimental qui lui aurait sauvé la vie. Il coûtait 600 000 $. Jack, le père, s'était endetté auprès d'usuriers pour réunir 200 000. Hope avait vendu la seule maison de ses parents décédés pour obtenir 150 000 autres, mais il leur manquait encore 250 000 $, et personne ne leur avait prêté. L'enfant était mort un vendredi à 4 heures du matin, tenu par sa mère dans une chambre d'hôpital partagée. 3 mois plus tard, Jack le père était mort d'une crise cardiaque à 28 ans. Les usuriers pressaient. Hope se retrouva seule, sans fils, sans mari, sans maison, sans rien. Elle travailla comme employée de maison pendant les 10 années suivantes, dans 6 maisons différentes à Sydney. La dernière maison avait été celle d'un médecin décédé d'un cancer. Hope avait soigné le médecin jusqu'à la fin, et la famille du médecin lui avait donné une lettre de recommandation qui l'avait conduite à l'agence qui l'avait envoyée à la maison Kingston. Mais il y avait un détail, un petit détail, un détail enfoui à la page 27 du rapport. La lettre de recommandation du médecin
indiquait que Hope était une infirmière certifiée en soins palliatifs informels, et elle incluait un certificat de l'hôpital public royal où Hope avait travaillé comme infirmière auxiliaire bénévole pendant 2 ans avant la mort de son fils. Spécialité: soins aux patients atteints de cancer en phase terminale. Rebecca se figea, ferma l'enveloppe, l'ouvrit à nouveau, la ferma. « Wallace, murmura-t-elle, est-ce confirmé? »« Confirmé, Madame Rebecca. J'ai parlé personnellement avec 2 infirmières de l'hôpital public royal qui la connaissaient. Cette femme a travaillé 2 ans à soigner des patients atteints de cancer en phase terminale. Puis elle est partie pour s'occuper de son propre fils malade. L'enfant est mort. Elle est retournée travailler comme employée de maison parce qu'elle ne supportait plus d'être dans les hôpitaux. Dans quel hôpital ma belle-sœur Béatrice a-t-elle été soignée? Hôpital privé Saint-Jude, madame. Et avant Saint-Jude? Hôpital public royal, madame. Premier diagnostic. Madame Béatrice a passé 3 semaines en oncologie à l'hôpital public royal, avant que son mari ne la transfère au privé Saint-Jude. Rebecca bondit de sa chaise si vite que son verre de vin rouge tomba par terre. Le verre se brisa sur le marbre. Le vin s'étala comme une tache de sang. « Vous me dites, Wallace, que cette gouvernante a connu ma belle-sœur à l'hôpital? Je ne vous dis pas ça, madame. Je dis qu'il y a une possibilité. Les dates coïncident. Comment pouvez-vous ne pas me dire ça? Cette femme est entrée dans ma maison parce qu'elle connaissait ma belle-sœur. Cette femme n'est pas n'importe quel employé. Cette femme a planifié ça depuis le début. Elle est venue s'asseoir à la table de mon frère et réclamer l'héritage de mes neveux. » Rebecca arpentait son salon comme une bête en cage. Elle serrait l'enveloppe jaune contre sa poitrine comme si c'était une bombe. Ses yeux brillaient de haine et de joie. « Wallace, écoutez attentivement. Ne le dites à personne. Cette enveloppe n'existe pas. Cette enquête n'a jamais eu lieu. Compris? »« Compris, madame. J'ai besoin que vous découvriez juste une chose de plus. Est-ce que Béatrice, ma belle-sœur, connaissait personnellement cette Hope Evans à l'hôpital public royal? Je le découvrirai, madame, mais ça coûtera plus cher. Quel que soit le coût, je veux des preuves. Photographies, dossiers, témoignages, n'importe quoi. Je veux détruire cette femme devant mon frère et devant mes neveux. Je veux que lorsque je la dénoncerai, il ne lui reste plus un seul ongle propre. » Wallace se leva et partit. Rebecca resta seule dans le salon avec l'enveloppe jaune pressée contre sa poitrine. Elle se dirigea vers la grande fenêtre. Elle regarda les lumières de Sydney s'étaler à ses pieds comme une mer d'or et sourit. « Petite Hope Evans, » murmura-t-elle, « tu es un serpent déguisé en brebis, mais je suis un serpent plus vieux et plus venimeux. Je vais t'arracher la peau devant toute la famille et mon frère m'en remerciera. » Ce que Rebecca ne savait pas, ce qu'aucun être humain ne savait encore, c'est que le secret de Hope était bien plus profond, plus douloureux et plus sacré que n'importe quel rapport de détective ne pourrait le révéler. Et que toute la vérité, lorsqu'elle éclaterait, ne détruirait pas Hope, elle détruirait Rebecca. Mais cela se passerait dans quelques semaines. Pendant ce temps, ce même soir, dans la cuisine du manoir Kingston, Hope épluchait des carottes en silence. Samuel entra sans prévenir, lui fit un rapide baiser sur la joue, le premier de sa vie, et dit « Hope, papa revient demain de Hong Kong. Tu vas enfin le connaître correctement, et tu verras que c'est un homme bon. Il est juste perdu, comme nous l'étions. » Hope sourit tristement. « Jeune Samuel, savez-vous ce que je vais dire à votre père quand je le verrai? »« Quoi? Rien. Je suis l'employé. Je ne dis rien au patron à moins qu'il ne me le demande d'abord. » Samuel rit. « Eh bien, j'espère qu'il vous en demandera beaucoup, parce que vous avez beaucoup de bonnes choses à dire. » Il quitta la cuisine en sifflotant. Hope continua d'éplucher les carottes. Et dehors, dans l'obscurité du jardin, les lumières de la voiture de Madame Rebecca s'éloignaient vers la sortie. La sœur du magnat partit avec l'enveloppe jaune, rangée dans son sac Hermès. La guerre venait de commencer. « Je jure sur la tombe de maman, papa, si tu repars demain, tu n'auras pas de fils à ton retour. Tu auras 4 étrangers avec ton nom de famille. » Matthew prononça ces mots dans la salle à manger principale, debout devant son père, la voix tremblante mais ferme. C'était un jeudi soir. Arthur venait de rentrer de Hong Kong après 3 semaines d'absence. Il n'était dans la maison que depuis 4 heures et vérifiait déjà son téléphone pour confirmer son prochain vol. Tokyo, départ samedi à 23 heures. Arthur posa lentement son téléphone. Il regarda son fils aîné comme s'il le voyait pour la première fois depuis des années.
Matthew, ne me parle pas comme ça. Je suis ton père. Je suis le propriétaire de cette maison. Père, tu n'en es pas vraiment un. Andrew se leva de sa chaise. Matthew, laisse tomber. Non, Andrew, laisse-le entendre. Laisse-le entendre au moins une fois dans sa vie. Papa, tu as été absent pendant 1 an entier. 1 an entier depuis que nous avons enterré maman. Tu es venu dans cette maison exactement 13 fois. Je les ai comptés. 13. La dernière fois, tu es resté 48 heures et tu ne nous as même pas demandé comment nous allions. Tu t'es enfermé dans ton bureau à passer des appels. Tu es parti sans dire au revoir. Je travaille pour vous, mon fils. Tout ce que je fais, c'est pour que vous ayez... Nous n'en voulons pas plus, papa, cria Daniel de l'autre bout de la table. Nous ne voulons pas plus d'argent. Nous voulons un père. Arthur se tut. Samuel, le plus jeune, ne dit rien. Ses yeux étaient fixés sur son assiette. Hope, qui servait le dessert, se figea, le plateau entre les mains. Elle essaya de se retirer en silence. Hope, dit Arthur sans la regarder. Restez, ne partez pas. Monsieur, c'est une conversation de famille. Je ne devrais pas... Restez, j'ai dit. Hope baissa les yeux et se tint près du buffet, les mains croisées sur son tablier. Arthur l'observa pendant 3 secondes. Il lui parut étrange de voir comment les 4 garçons semblaient attentifs à elle sans l'être. Comment Samuel lui offrait subtilement une chaise du regard. Comment Matthew baissait le ton quand elle entrait dans la salle à manger. Mais il était trop fatigué, trop distrait par le contrat de Tokyo, pour s'arrêter et réfléchir à ce qui se passait. « Matthew, nous parlerons demain. Aujourd'hui, je suis mort de fatigue. J'ai le décalage horaire. Demain, tu partiras, papa. Je ne pars pas. J'ai un vol samedi. Tu partiras. Tu pars toujours. » Arthur se leva de sa chaise, laissa sa serviette sur l'assiette. « Bonne nuit, les garçons. » Il monta à l'étage, sans goûter au dessert. À table, les frères restèrent en silence. Hope s'approcha pour débarrasser l'assiette du patron. Matthew lui toucha légèrement le bras, sans lever les yeux. « Hope, ne vous inquiétez pas. Nous sommes habitués. Jeune homme, votre père vous aime. C'est juste qu'il ne sait pas comment le dire. »« Non, Hope. Mon père ne nous aime pas. Il aime son entreprise. C'est différent. » Hope se tut. Elle prit l'assiette, se dirigea vers la cuisine, mais avant de quitter la salle à manger, elle s'arrêta et dit à voix basse, « Jeune homme, mon père non plus ne savait pas comment le dire. Et un jour, il est mort, et j'ai compris trop tard qu'il m'avait aimé toute sa vie en silence. N'attendez pas que le vôtre meure pour vous en rendre compte. Parlez-lui, cherchez-le, même si ça fait mal. » Elle quitta la cuisine sans attendre de réponse. Les 4 frères fixèrent la porte vide par laquelle elle avait disparu. La même nuit, tard, le téléphone d'Arthur sonna dans sa chambre. C'était Rebecca. Arthur répondit à contre-cœur. « Frère, as-tu rencontré la nouvelle gouvernante? »« Rebecca, il est 23h30. Je suis mort de fatigue. »« Arthur, écoute-moi. Cette femme n'est pas normale. Elle manipule les garçons. J'ai des informations, des choses que tu voudras savoir. Demain, je viens chez toi à 10h. Rebecca, je ne peux pas demain. J'ai des réunions toute la journée. Je pars pour Tokyo samedi. Arthur, pour l'amour de Dieu, ne te rends-tu pas compte de ce qui se passe dans ta propre maison? Rebecca, mes fils vont bien. Matthew s'est plaint à moi au dîner. Ça veut dire qu'il a... Daniel a l'air en bonne santé. Samuel a peu parlé, mais il n'a pas l'air drogué. C'est le plus normal que je les ai vus depuis des années. Oui, c'était la gouvernante. Vive la gouvernante. Arthur. Bonne nuit, Rebecca. Il raccrocha. Rebecca resta avec le téléphone collé à l'oreille pendant 1 minute entière. Puis elle le jeta contre le lit avec une telle fureur que la coque se brisa. Son frère était un idiot aveugle, mais elle avait de la patience. Elle attendrait. Le moment viendrait. Le lendemain, vendredi, Arthur se rendit au bureau avant que les garçons ne se réveillent. Le samedi à 23h, son jet privé décolla pour Tokyo. Les 4 fils lui firent un signe de la main depuis la fenêtre du 2e étage, sans qu'il le sache. 3 semaines passèrent et pendant ces 3 semaines, la maison Kingston se transforma complètement. Matthew changea le premier. Il retourna à l'université, oui, mais il fit autre chose. Il commença à se réveiller à 6h30 pour prendre le petit déjeuner avec Hope. Avant d'aller en cours, il s'asseyait sur un tabouret de cuisine en pyjama, les cheveux en désordre, et racontait à Hope sa journée précédente, ce qu'il avait appris.
ce qui le préoccupait. Hope lui servait des œufs avec des haricots à la tomate et répondait sans faire la morale. Elle l'écoutait. C'était la chose la plus étrange de toutes. Cette femme écoutait. Et à 21 ans, Matthew découvrit qu'il n'avait jamais été écouté comme ça de sa vie. Sa mère l'avait beaucoup aimé, mais sa mère avait été malade les 3 dernières années. Son père n'avait jamais su écouter personne. Le personnel avait peur. Ses amis ne voulaient que faire la fête. Et soudain, dans la cuisine, il y avait une employée en uniforme bleu qui disait « Jeune homme, racontez-moi comment s'est passé votre devoir de droit commercial. » Et elle le disait comme si ça l'intéressait vraiment. Andrew s'inscrivit officiellement en architecture. Il commença à ramener à la maison des livres de Tadao Ando, de Glenn Murcutt, de Frank Lloyd Wright. Il les lisait dans le salon pendant que Hope tricotait un pull dans le fauteuil d'en face. Andrew lui montrait des photographies de bâtiments célèbres et lui expliquait pourquoi il les aimait. Hope, qui n'avait terminé que la 6e année, écoutait attentivement et disait parfois des choses qui laissaient Andrew pensif pendant des jours. Une fois, elle lui dit « Jeune homme, les belles maisons sont celles qui laissent voir le ciel de l'intérieur. C'est pour ça que les gens de mon village aiment les cours intérieures. Quand une maison couvre le ciel, elle vous étouffe. » Andrew l'écrivit dans son carnet. Il le souligna 3 fois. Daniel termina 3 mois sans consommer. Il se rendait à ses réunions de désintoxication les mardis et jeudis. Hope ne lui demandait jamais où il allait. Mais les mardis et jeudis, sans faute, elle lui préparait un sandwich jambon-fromage et une pomme dans un sac en papier pour qu'il l'emporte sans rien dire, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Daniel, qui n'avait pas reçu de sandwich préparé par quelqu'un depuis ses 12 ans, pleurait silencieusement dans la voiture avant d'entrer à la réunion. Et Samuel, le plus jeune, le plus rebelle, fit le pas le plus étrange de tous. Un après-midi, il rentra de l'école, enleva sa veste d'uniforme et commença à mettre la table pour le dîner. Madame Jenkins, qui le vit depuis le couloir, faillit s'évanouir. Samuel n'avait jamais mis la table de sa vie. Il ne savait pas où allaient les couverts. Hope entra dans la cuisine, le vit se débattre avec les fourchettes et s'approcha sans rire. « Jeune homme, la fourchette va à gauche. La cuillère et le couteau vont à droite. Le couteau, toujours avec la lame tournée vers l'assiette. Pourquoi avec la lame vers l'assiette? Parce que comme ça, si quelqu'un se bat au dîner, le couteau ne pointe pas vers son voisin. C'est un geste de paix, jeune homme. Les mamans de mon village m'ont appris ça. » Samuel rit. Mais ce soir-là, il mit toute la table tout seul et continua de le faire tous les jours. Un soir, pendant que Hope servait le dîner, Samuel dit de but en blanc « Vendredi prochain, ça aurait été l'anniversaire de maman. Elle aurait eu 52 ans. » Les 3 autres frères se figèrent. « Tu veux qu'on fasse quelque chose ?» demanda doucement Matthew. « Je veux bien, » dit Daniel. « Moi aussi, » dit Andrew. Samuel regarda Hope. « Hope, nous aideriez-vous à organiser un déjeuner, comme maman le faisait? Soupe de nouilles au poulet, riz, viande rôtie, et je ne sais pas, autre chose. » Hope posa délicatement la carafe sur la table. Elle resta silencieuse un moment. « Jeune Samuel, voulez-vous que votre maman soit présente à ce déjeuner? »« Oui. »« Alors je ferai quelque chose, mais ne me l'interdisez pas après. »« Qu'allez-vous faire? » demanda Matthew. « Je vais mettre une assiette pour elle, comme ma mère le faisait dans mon village les jours importants. Une assiette servie avec sa nourriture préférée à la place où elle s'asseyait. Pas pour qu'elle mange, jeune homme, mais pour qu'elle sache que nous l'attendons, pour que son âme sente qu'elle a une place à sa table. » Les 4 frères se regardèrent. « Faites-le, Hope, » dit Andrew, la voix brisée. « S'il vous plaît. Et encore une chose, jeunes hommes. Mais laisseriez-vous prier avant de manger? Une courte prière pour elle. » Matthew hésita une seconde. Il se souvint que son père détestait prier à la maison, mais son père ne serait pas là ce jour-là. Son père serait à New York en train de signer un contrat dont personne ne se souciait. « Oui, Hope, nous prierons. »« Et vous nous apprendrez ?» demanda Samuel. « Parce que honnêtement, aucun de nous ne sait prier. » Hope sourit pour la première fois de toute la conversation, un sourire avec des yeux verts pleins de larmes. « Je vous apprendrai, mes fils. C'est la prière la plus facile du monde. N'importe qui peut l'apprendre. » Ce même soir, les 4 frères s'assirent dans la cuisine avec Hope et apprirent mot pour mot le Notre Père. Matthew pleura en silence. Daniel buta 3 fois.
Andrew l'écrivit sur une serviette pour ne pas l'oublier. Samuel ferma les yeux et répéta la prière tant de fois que Hope dut lui dire « Jeune homme, vous la connaissez déjà. Allez dormir. » Et le lendemain, quand Hope descendit à la cuisine à 5h30, elle trouva une enveloppe blanche sur la table avec son nom écrit à la main. C'était l'écriture de Samuel. Elle l'ouvrit. C'était une vieille carte d'anniversaire que Béatrice avait envoyée à Samuel pour ses 10 ans. La carte avait un message écrit par Béatrice. « Samuel, mon bébé, tu es la lumière de ma vie. Maman t'aime. » Samuel avait ajouté en dessous d'une écriture tremblante. « Hope, merci d'avoir ramené ma mère. Même si tu n'es pas elle, je t'aime comme si tu l'étais. » Hope serra la carte contre sa poitrine. Et de l'autre côté du monde, dans un avion privé survolant le Pacifique, Arthur Kingston reçut un email de son assistant. « Monsieur Kingston, je vous rappelle que vendredi prochain est l'anniversaire de Madame Béatrice. Qu'elle repose en paix. Souhaitez-vous qu'un arrangement floral soit envoyé sur la tombe? » Arthur lut l'email. Il se figea pendant 10 minutes, fixant l'écran. Il avait oublié l'anniversaire de sa femme décédée. Et pour la première fois en 1 an, il décida d'annuler un voyage. 60 ans de vie. Et jamais, jamais de mon existence, je n'ai eu autant honte de moi que maintenant. Arthur Kingston pensa ces mots, debout à la porte de sa salle à manger, des larmes coulant sur son visage, regardant ses 4 fils prier à côté d'une employée de maison qu'il connaissait à peine. Le vase dans le couloir était toujours brisé sur le sol en marbre derrière lui. Le fracas avait rompu l'instant. Tous les 5 s'étaient tournés pour le regarder en même temps. Et maintenant tout le monde était figé dans une scène qui semblait peinte à l'huile. Matthew se leva lentement de sa chaise. Son visage était pâle. Sa serviette tomba par terre sans qu'il s'en aperçoive. « Papa, ça va ?» Arthur ne pouvait pas parler. Il voulait dire quelque chose. Il voulait les saluer. Il voulait prendre le visage d'un patron qui rentre chez lui et trouve sa famille. Mais son corps ne répondait pas. Les larmes coulaient sans permission, sans dignité, sans retenue. C'était la première fois en 12 mois qu'il pleurait pour quoi que ce soit. Il avait enterré sa femme sans verser une seule larme. Il était devenu pure fierté, os sec, homme d'affaires. Et maintenant, debout à la porte de sa propre salle à manger, devant une louche en argent et l'odeur de la soupe de nouilles au poulet, il pleurait comme un enfant perdu. Hope fut la première à bouger. Elle baissa respectueusement le regard, fit 2 pas en arrière et dit à voix basse, presque un murmure, « Jeunes hommes, je vous laisse avec votre père. Je me retire à la cuisine. » « Non. » La voix venait d'Arthur, à peine un filet mais ferme. « Ne partez pas, s'il vous plaît. » Hope s'arrêta. Elle se tint près du buffet, les mains croisées sur son tablier, sans regarder son patron. Arthur entra lentement dans la salle à manger. Chaque pas semblait lourd, comme s'il avait du plomb dans ses chaussures. Ses 4 fils le regardaient sans bouger, comme s'ils avaient peur d'effrayer un cerf. Il atteignit le dossier de la chaise principale, la chaise où il avait pris son petit déjeuner, son déjeuner et son dîner pendant 30 ans avec Béatrice à ses côtés. Il posa ses mains sur le bois. Il sentit la gravure du blason familial qu'il avait lui-même commandé l'année de leur mariage. Il leva les yeux vers le mur, vers les 3 portraits encadrés, ses 4 fils quand ils étaient enfants, les photographies qu'il avait ordonné de mettre à la cave, celles que Béatrice avait gardées enveloppées dans du papier journal, celles qu'une employée de maison avait sauvées, nettoyées et accrochées 1 an après sa mort. « Qui ?» Arthur s'éclaircit la gorge. Sa voix sortit brisée. « Qui a accroché ces photographies ?» Matthew fit un pas en avant. « C'est Hope, papa. Il y a presque 3 mois, elle les a trouvées à la cave, les a nettoyées. » Arthur ferma les yeux. Les larmes continuaient de couler, les yeux fermés. « Et pourquoi personne ne me l'a dit? Parce que tu n'étais pas là, papa. Et quand tu étais là, tu ne demandais pas. » Arthur hocha la tête en silence. Il avait raison. Son fils de 21 ans avait raison sur tout. Il fuyait cette maison depuis 1 an, et les coins de la maison l'avaient accusé en silence. Les photographies, la soupe, les prières, l'anniversaire, tout avait été construit par une autre personne pendant qu'il signait des contrats à Tokyo. « Mes fils, » murmura Arthur. « Quel jour sommes-nous aujourd'hui ?» Samuel, le plus jeune, répondit avec la voix la plus calme qu'on lui ait jamais entendue. « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman, papa. Elle aurait eu 52 ans. » Arthur porta ses 2 mains à son visage. Il pleura sans honte. Il pleura devant ses 4 fils et l'employé. Il pleura 12 mois de larmes stockées, 12 mois de deuil reporté, 12 mois de fierté qui lui rongeaient l'âme.
Les 4 garçons ne bougèrent pas. Aucun ne s'approcha pour le serrer dans ses bras. Ils étaient si habitués à la distance de leur père qu'ils ne savaient plus comment la franchir. Mais Samuel, le bébé, le plus rebelle, celui qui en 6 mois avait appris à mettre la table pour une employée de maison, se leva de sa chaise. Il fit le tour de la table et serra son père dans ses bras pour la première fois en 5 ans. « Papa, calme-toi. Maman est là, et viens manger avec nous. » Arthur s'accrocha à son plus jeune fils, comme à la dernière planche d'un naufrage. Samuel le tint en silence. Les 3 autres frères s'approchèrent lentement. Matthew posa une main sur son épaule. Andrew lui prit le bras. Daniel, le plus silencieux, resta juste à proximité sans le toucher, mais sans bouger. Quand Arthur réussit à reprendre son souffle, il s'écarta de Samuel, s'essuya le visage avec la manche de sa veste. Louis, qui portait toujours un mouchoir en soie, cette fois ne se souvint même pas du mouchoir. Il regarda dans les yeux de son plus jeune fils. « Samuel, veux-tu manger avec moi? Papa, veux-tu manger avec nous ?» La question sonnait à l'envers, et en même temps, ce n'était pas la bonne question. C'était la seule question possible, car ce déjeuner n'était pas celui d'Arthur. Arthur avait été l'invité. Ses fils étaient les hôtes. Hope avait été l'architecte silencieuse du moment, et la question à l'envers remettait chacun à sa vraie place. « Oui, mon fils, je veux manger avec vous. » Arthur s'assit sur la chaise principale. Samuel retourna à la sienne. Hope, sans que personne ne le lui demande, alla chercher une assiette supplémentaire dans la cuisine. Elle l'apporta, la posa devant Arthur, avec la même délicatesse que celle avec laquelle on sert un aîné malade. Elle lui servit la soupe de nouilles au poulet. L'odeur des herbes et du bouillon de poulet lui frappa le visage comme un souvenir. Mais avant qu'Arthur ne prenne sa cuillère, Hope s'approcha de la 4e place à table. Une place où il y avait une assiette servie, un verre d'eau, une serviette blanche pliée. Une place vide, la place où Béatrice s'asseyait. Arthur vit l'assiette, et son souffle se coupa. « Pourquoi y a-t-il une assiette là? »« C'est pour maman, papa, » dit Andrew. Hope nous a dit que dans son village de l'outback du Queensland, les mamans mettent une assiette servie pour les défunts bien-aimés. Pas pour qu'ils mangent, papa, mais pour qu'ils sachent qu'ils ont une place. Arthur regarda Hope pour la première fois avec attention. Pour la première fois en 6 mois, il la regarda vraiment et vit une jeune femme à la peau claire, aux yeux verts sereins, portant son uniforme bleu et blanc immaculé, debout près du buffet, les mains croisées et la tête légèrement inclinée. Il ne vit pas une employée, il vit une femme. Hope, oui monsieur, approchez-vous. Hope fit 2 pas vers la table. Elle s'arrêta à une distance respectueuse. Hope, avez-vous eu l'idée de l'assiette? Oui monsieur. Je m'excuse si j'ai outrepassé mes fonctions. Si vous le souhaitez, je l'enlèverai. Non, ne l'enlevez pas. Arthur fixa l'assiette vide pendant 1 minute entière. Puis il leva le visage et regarda ses 4 fils un par un. Les garçons, avant de manger, je veux vous demander la permission de faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis 30 ans. Quoi, papa? Demanda Matthew. Je veux prier. Les 4 frères se turent. Hope aussi. L'air dans la salle à manger se figea. Arthur Kingston, le magnat, latait fier. Celui qui s'était moqué de Béatrice toute sa vie pour ses prières pieuses, celui qui avait interdit le catéchisme à ses enfants, demandait la permission de prier. « Hope, » dit Arthur sans la regarder, « connaissez-vous une prière courte? Je n'en ai jamais appris. » Hope mit 2 secondes à répondre. Sa lèvre tremblait. « Oui, monsieur, le Notre Père est la plus facile. Voulez-vous me l'apprendre? » « Hope, vos fils la connaissent déjà. » Arthur regarda ses fils. « Vous savez prier? » « Hope nous l'a appris il y a 2 semaines, papa, » dit Samuel. « Nous la connaissons tous les 4. » Arthur se tut. « Alors, mes fils, voulez-vous me l'apprendre? » Et là, il se passa quelque chose que personne dans cette maison n'aurait imaginé 1 an plus tôt. Monsieur Arthur Kingston, le propriétaire de l'un des plus grands empires de la construction d'Australie, baissa la tête, joignit ses mains sur la nappe blanche, ferma les yeux et répéta, mot pour mot, le Notre Père, que ses 4 fils lui dictaient à voix basse, avec Hope, debout près du buffet, pressant son tablier contre sa poitrine pour ne pas pleurer à voix haute. Quand ils eurent fini, Arthur ouvrit les yeux. Il ne parla pas pendant un long moment, regardant simplement l'assiette de soupe devant lui, l'assiette vide de Béatrice et les portraits de ses fils accrochés au mur. Puis il prit la cuillère, goûta la soupe et sentit, sans exagération,
que le goût était exactement le même que celui de sa femme décédée, jusqu'au sel. « Hope, dit Arthur, la voix lourde, qui vous a appris à cuisiner? Ma mère, monsieur. Votre mère connaissait-elle la mienne? Parce que cette soupe a exactement le même goût que celle que ma mère nous faisait quand nous étions petits. » Hope sourit tristement. « Non, monsieur. Ma mère n'a jamais quitté son village. Mais les bonnes soupes se ressemblent toutes, monsieur, parce qu'elles sont faites avec la même recette. » Quelle recette? Du temps, monsieur. Beaucoup de temps et un peu d'amour pour celui qui va la manger. Arthur s'arrêta, la cuillère en l'air. Les 4 frères continuèrent de manger en silence. Hope partit pour la cuisine avec quelques assiettes sales, et pendant qu'Arthur continuait de fixer la cuillère, pensant à ce que cette femme venait de lui dire, la sonnette retentit avec 3 coups secs et insistants. 3 coups qu'il reconnut immédiatement, car une seule personne au monde sonnait comme ça, sa sœur, Rebecca. Madame Jenkins ouvrit la porte. La voix de Rebecca se fit entendre depuis le hall, entrant déjà, criant déjà « Où est mon frère et la gouvernante? Arthur, Arthur, je dois te montrer quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. » Arthur laissa tomber sa cuillère. Hope, qui entrait dans la salle à manger à ce moment-là avec une carafe d'eau fraîche, se figea dans l'embrasure de la porte, et Rebecca apparut derrière elle avec une enveloppe jaune serrée dans sa main, les yeux brillants de haine, un sourire de vipère dessiné sur son visage. « Frère, regarde ce que je t'ai apporté. Regarde qui est la sainte que tu as à te servir de la soupe à ta propre table. » Elle jeta l'enveloppe jaune sur la table, juste à côté de l'assiette vide de Béatrice. « Ouvre-la, Arthur. Lis-la devant tes fils. Lis-la devant elle. Vois si, après avoir lu ça, la soupe a toujours bon goût. » Cette femme n'est pas une gouvernante, Arthur. Cette femme est une menteuse, une croqueuse de diamants, un vautour déguisé en colombe. Rebecca criait, debout au milieu de la salle à manger, ses talons claquant sur le marbre. L'enveloppe jaune vibrait encore sur la table à côté de l'assiette vide de Béatrice. Son tailleur pantalon rouge sang scintillait sous la lumière du lustre. Ses yeux brûlaient comme des braises. Elle sentait le Chanel numéro 5 et la vengeance. « Arthur, je suis ta sœur. Je suis la seule famille qu'il te reste et la seule à te dire la vérité. Cette femme te trompe. Elle t'empoisonne. Elle manipule tes fils pour avoir ton argent et j'ai tout ici, frère. Tout. » Rebecca frappa l'enveloppe jaune de sa paume ouverte. Le son résonna dans la salle à manger comme un coup de feu. Hope ne bougea pas. Elle resta debout dans l'embrasure de la porte avec la carafe d'eau dans ses mains. Son regard était baissé, ses joues légèrement rougies, mais elle ne tremblait pas. Elle ne se défendait pas. Elle n'ouvrait pas la bouche. Matthew se leva de sa chaise, le visage pâle. « Tante, je vous demande s'il vous plaît de ne pas parler à Hope comme ça dans ma maison. »« Ta maison, Matthew? Cette maison est à ton père et ton père vient d'arriver après 1 an d'absence pour découvrir que vous avez été endoctriné par une employée. »« Personne ne m'a endoctriné, tante. »« Bien sûr que si, Matthew. Regarde-toi en train de prier. Toi, en train de prier. Toi qui, il y a 6 mois, te moquais des gens pieux. Comment peux-tu me dire que cette femme ne t'a pas mis des idées en tête? » Daniel se leva. Andrew se leva. Samuel se leva. Les 4 frères se levèrent en même temps, formant un mur devant leur tante. « Tante Rebecca, » dit Samuel, la voix plus froide qu'on ne l'avait jamais entendue. « Prenez votre enveloppe, faites demi-tour et quittez cette maison. Tu ne me parles pas comme ça, gamin. Je suis ta tante. Tante, s'il vous plaît, partez tout de suite. Arthur, vas-tu laisser tes fils me parler comme ça pour défendre une étrangère? » Arthur se tut. Il regarda ses 4 fils debout à côté de Hope. Il regarda sa sœur qui le manipulait depuis 30 ans, le critiquant, lui mettant des idées en tête sur sa propre entreprise. Il regarda Hope, debout en silence avec la carafe d'eau, ne se défendant pas, ne parlant pas, ne fuyant pas. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Arthur prit une décision sans penser aux chiffres. « Rebecca, assieds-toi. »« Quoi? Assieds-toi. Nous allons voir ce que tu as dans cette enveloppe. Mais tu vas t'asseoir. Tu vas parler sur un ton normal. Et tu vas respecter la femme qui a nourri mes enfants pendant 6 mois, pendant que j'étais absent. Arthur, cette femme est une... Assieds-toi. » Le cri d'Arthur coupa l'air. Rebecca recula d'un pas. Jamais en 60 ans de vie commune, son jeune frère ne lui avait crié dessus comme ça. Elle déglutit. Elle s'assit. Arthur regarda Hope. « Hope, pouvez-vous vous approcher, s'il vous plaît? »« Oui, monsieur. Laissez la carafe. Venez. Asseyez-vous ici, à côté de moi. Monsieur,
Je ne peux pas m'asseoir à votre table. S'il vous plaît, Hope. Aujourd'hui. Oui. Hope posa la carafe sur le buffet. Elle se dirigea vers la table. Matthew lui rapprocha une chaise. Hope s'assit à côté d'Arthur, les mains croisées sur son tablier, la tête légèrement inclinée. Rebecca laissa échapper un rire amer. Le comble, Arthur. Asseoir la gouvernante à ta table. Rebecca, ouvre l'enveloppe. Lis-la. Je t'écoute. Rebecca prit l'enveloppe jaune, l'ouvrit avec des mains tremblantes d'émotion, sortit les feuilles, les étala devant elle comme un procureur dans un procès. Eh bien, frère, voici la vérité. La dame assise à côté de toi s'appelle Hope Evans. Elle est née dans une petite ville agricole de l'outback du Queensland, fille de fermiers pauvres. Elle a épousé un maçon nommé Jack Evans à 18 ans. Elle a eu un fils à 20 ans. Hope ferma les yeux un instant. Juste un instant. Son fils s'appelait Jared Evans et est mort à 8 ans d'une leucémie dans un hôpital public parce que ses parents n'avaient pas l'argent pour payer le traitement qui lui aurait sauvé la vie. Arthur tourna lentement la tête vers Hope. « Est-ce vrai, Hope ?» Hope leva le visage. Ses yeux verts étaient embués, mais sa voix était ferme. « C'est vrai, monsieur. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas d'enfant. J'ai menti, monsieur. J'ai menti à Madame Jenkins le jour où elle m'a embauché. J'ai menti à l'agence. J'ai menti à tout le monde. J'avais peur qu'on ne me donne pas de travail si je disais que j'étais une femme brisée. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Hope, vous ne m'avez jamais rien demandé, monsieur. » Arthur sentit ces mots le transpercer comme un couteau. Elle avait raison. Il avait passé 6 mois sans échanger 5 mots consécutifs avec la femme qui s'occupait de ses enfants. Il avait signé son nom sur un papier et l'avait oublié. Rebecca frappa la table. « Ce n'est pas le pire, Arthur. Le pire est ici. » Elle sortit une autre feuille de l'enveloppe, la brandissant comme un drapeau. « Cette femme n'est pas seulement une veuve avec un fils mort. Cette femme est une infirmière, Arthur. Elle a travaillé 2 ans comme infirmière auxiliaire à l'hôpital public royal de Sydney. Spécialité, soins palliatifs pour les patients atteints de cancer en phase terminale. » Arthur fronça les sourcils. « Et quel est le problème? Quel est le problème, Arthur? Réveille-toi. Ta femme, Béatrice, a passé 3 semaines en oncologie à l'hôpital public royal, avant que tu ne la transfères à St. Jude. Cette femme connaissait ta femme. Cette femme s'est occupée d'elle. Cette femme a tout planifié depuis le début. C'est pour ça qu'elle connaît ses recettes. C'est pour ça qu'elle sait cuisiner exactement de la même manière. C'est pour ça qu'elle savait où les photographies étaient gardées. Cette femme est entrée dans ta maison avec un plan, frère. » La salle à manger tomba dans un silence de mort. Matthew regarda Hope. Son cœur s'arrêta. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. Andrew porta la main à sa bouche. Samuel devint pâle. Arthur tourna tout son corps vers Hope. Il la fixa. « Hope, regardez-moi en face. » Hope leva lentement le visage. « Avez-vous connu ma femme, Béatrice ?» Hope ne répondit pas immédiatement. Elle déglutit. Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues pâles. Elle ne les essuya pas. Elle ne trembla pas. Elle regarda simplement Arthur avec ses yeux verts sereins qui semblaient contenir un océan de douleur ancienne. « Oui, monsieur. » La salle à manger se figea. Matthew recula de 2 pas. « Quoi ?» murmura Samuel. « Hope, qu'avez-vous dit? Je l'ai connu, mon fils. J'ai connu votre mère. Pendant 3 semaines à l'hôpital public royal. J'étais l'une des infirmières du service d'oncologie quand elle a été admise pour la première fois. » Arthur sentit son monde s'effondrer. « Et pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit? » « Parce que je n'avais rien à dire, monsieur. Et parce que je ne voulais pas que vous l'appreniez de cette façon. Pas comme ça. Pas avec une enveloppe jaune sur la table. » Rebecca laissa échapper un rire victorieux. Elle a avoué, Arthur. Elle vient d'avouer devant tout le monde. Cette femme est une croqueuse de diamants. Elle a rencontré ta femme mourante à l'hôpital, a vu l'argent, a attendu qu'elle meure, a attendu 1 an entier pour ne pas éveiller les soupçons, et est entrée dans ta maison avec un plan magistral pour réclamer ta fortune et l'héritage de tes enfants. Fais-la sortir d'ici, frère. Fais-la sortir avant qu'il ne soit trop tard. Arthur ne pouvait pas parler. Ses 4 fils regardaient Hope, attendant une explication, un démenti, une défense, n'importe quoi. Mais Hope ne se défendit pas. Elle se leva de la chaise en silence, lissa soigneusement la serviette sur la table, dénoua son tablier blanc et le plia parfaitement. Elle le posa sur le dossier de la chaise. Elle regarda les 4 garçons un par un,
avec une tendresse qui leur brisa le cœur. « Jeune Matthew, Andrew, Daniel, Samuel, pardonnez-moi de ne pas vous avoir dit la vérité. J'ai connu votre mère. Je l'ai très peu connue, mais je l'ai connue. Et tout ce que je vous ai donné, tout ce que j'ai cuisiné pour vous, tout ce que je vous ai appris ces mois-ci, c'était à cause d'elle. Pas pour l'argent, jeunes hommes. Je ne suis pas une femme intéressée, et si votre père veut que je partirai ce soir même. Je vous demande seulement une faveur. Ne vous battez pas entre vous à cause de moi. Continuez à prier. Continuez à mettre les portraits. Continuez à vous souvenir de votre mère. C'est tout ce que je vous demande. » Elle se dirigea vers la porte de la salle à manger, mais avant de sortir, elle s'arrêta. Elle tourna son visage vers Arthur et dit de la voix la plus calme qu'on lui ait jamais entendue. « Monsieur, votre sœur a raison sur une chose. J'ai connu votre femme, et j'aurais dû vous le dire dès le premier jour. Mais elle a aussi tort sur une autre. Je ne suis pas entré dans cette maison pour l'argent, monsieur. Je suis entré dans cette maison parce que votre femme, avant de mourir, me l'a demandé. Quand vous voudrez savoir toute la vérité, montez dans les quartiers du personnel à l'arrière. Je serai là en train de faire mes valises. » Elle quitta la salle à manger. Le silence était absolu. Matthew s'effondra sur sa chaise. Andrew se couvrit le visage. Daniel sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Samuel se dirigea vers son père et dit, la voix brisée, « Papa, monte tout de suite et demande-lui tout. S'il te plaît, ne la laisse pas partir. » Arthur porta la main à sa poitrine. Son cœur battait comme s'il allait éclater. Il regarda Rebecca, qui souriait victorieusement. Il regarda ses fils, dont les yeux étaient rouges. Il regarda l'enveloppe jaune ouverte sur la table à côté de l'assiette vide de Béatrice. Puis il fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il repoussa sa chaise, se leva et frappa brutalement ses deux poings serrés sur la table. Les assiettes sautèrent. Le verre de Béatrice tomba. L'eau se répandit sur l'enveloppe jaune. « Rebecca, hors de ma maison. »« Arthur, je suis ta sœur. Dehors, Rebecca. Dehors tout de suite. Et ne remets plus les pieds dans cette maison jusqu'à ce que je te le dise. » Rebecca se leva, pâle, serrant son sac Hermès avec des mains tremblantes. « Arthur, tu le regretteras. Je jure sur notre mère que tu le regretteras. Pars. » Rebecca fit claquer ses talons jusqu'à la porte. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois. « Cette femme te détruira, frère. Et quand elle le fera, ne m'appelle pas. » Le claquement de la porte résonna dans toute la maison. Arthur se tenait au milieu de la salle à manger, les poings sur la table, respirant comme un taureau blessé. Samuel s'approcha, lui toucha l'épaule. « Papa, monte, s'il te plaît, monte et parle-lui. » Arthur regarda ses fils et monta les escaliers vers les quartiers du personnel à l'arrière. 40 ans marié à une femme, et je n'ai jamais su qu'elle avait un secret gardé pour le jour de sa mort. Arthur Pensacilla en montant les escaliers vers le 2e étage, s'agrippant à la rampe en bois, comme s'il avait 80 ans au lieu de 60. Chaque marche pesait lourd. Chaque marche ramenait un souvenir. Béatrice montant et descendant avec un enfant dans les bras. Béatrice portant des sapins de Noël. Béatrice montant lentement les derniers mois, quand le cancer ne lui permettait plus de bien marcher. Et lui, au lieu de l'aider, s'enfermait dans son bureau au 1er étage pour ne pas la voir souffrir. Il atteignit le couloir du fond, se dirigea vers la dernière porte, les quartiers du personnel. La chambre la plus petite, la plus simple et la plus éloignée de la maison. Une chambre où il avait mis les pieds exactement 2 fois en 30 ans. Il frappa à la porte avec ses jointures. « Hope, c'est Arthur. Puis-je entrer? »« Entrez, monsieur. » Il poussa lentement la porte. Hope était assise sur le bord du lit simple. Elle avait posé sa valise sur le matelas et la remplissait de ses quelques affaires. 3 uniformes pliés, 2 robes de ville, un chapelet, une Bible usée. Sur la table de chevet se trouvait une petite photographie encadrée qu'Arthur ne distinguait pas bien. Hope ne partait pas. « Monsieur, j'ai presque tout emballé. Je serai prête dans 2 heures. Ne partez pas, s'il vous plaît. Monsieur, votre sœur a raison sur certaines choses. Je vous ai menti. Je ne suis pas celle que vous pensiez. Hope, j'ai besoin que vous me disiez toute la vérité, s'il vous plaît. » Hope laissa l'uniforme plié sur la valise. Elle fixa ses mains pendant 1 minute. Arthur prit la seule chaise de la pièce et la rapprocha du lit. Il s'assit. Il attendit. Hope prit une inspiration. « Monsieur, il y a 12 ans, j'avais 20 ans,
un mari maçon et un fils nouveau-né. Nous vivions dans une chambre louée à Logan. Nous étions pauvres, monsieur, mais nous étions heureux. Mon mari m'aimait. Mon fils s'appelait Jared comme son père. C'était un beau garçon, monsieur. Cheveux châtain clair, yeux verts comme les miens, un sourire de pleine lune. Arthur la laissa parler sans l'interrompre. À 6 ans, mon petit Jared a commencé à se plaindre de douleurs osseuses. Nous l'avons emmené chez le médecin du quartier. Il nous a dit que c'était de la fatigue, qu'il jouait trop. À 7 ans, il est tombé à l'école et a eu un bleu qui ne partait pas. Nous l'avons emmené à nouveau, un autre médecin. Cette fois, ils nous ont envoyé faire des tests. Et 2 semaines plus tard, assis sur une chaise en plastique à l'hôpital public royal, un oncologue nous a dit le mot « leucémie ». Hope joignit ses mains sur ses genoux. Mon mari, monsieur, n'a pas supporté. 3 mois après ce diagnostic, il est mort d'une crise cardiaque sur un chantier. Il avait 28 ans. Je me suis retrouvé seul, avec un enfant malade et une dette énorme. Nous avons commencé un traitement que l'assurance maladie payait, mais les médecins de l'hôpital m'ont dit qu'il y avait un protocole expérimental qui donnait à l'enfant 80% de chances de survie. Il coûtait 600 000 $. Nous ne les avions pas. J'ai vendu la maison que mes parents m'avaient laissée. J'ai réuni 350 000. J'ai emprunté partout. Je n'ai pas pu réunir assez. Arthur sentit quelque chose lui monter à la gorge. Et puis mon petit Jared est mort lentement, monsieur. Un vendredi matin à 4 heures, il m'a serré la main et m'a dit « Maman, ne pleure pas, je serai bien là-haut. » Et il s'est endormi et ne s'est pas réveillé. Hope versa 2 larmes, juste 2, comme des gouttes contrôlées. Après ça, monsieur, je ne voulais plus vivre. J'ai essayé de me suicider 3 fois. La première avec des pilules, la deuxième sur un toit, la troisième avec un couteau de cuisine. Les 3 fois, quelqu'un m'a arrêté. La dernière fois, c'était une petite religieuse du quartier. Elle m'a dit « Ma fille, si Dieu te garde en vie, c'est que tu as encore quelque chose à faire. Trouve-le. » Et elle m'a offert un travail pour m'occuper de personnes âgées dans la maison de retraite où elle travaillait. Hope leva les yeux. J'ai été à la maison de retraite pendant 2 ans, monsieur. Puis je me suis engagé comme bénévole à l'hôpital public royal. Ensuite, j'ai été certifié comme infirmière auxiliaire. J'ai travaillé 2 ans dans le service d'oncologie, m'occupant d'autres mamans, d'autres enfants, d'autres patients en phase terminale. C'était ma façon de continuer à m'occuper de mon petit Jared, monsieur. Je le voyais dans chaque patient. Arthur ferma les yeux. Hope, quand avez-vous rencontré Béatrice? Hope prit une profonde inspiration. Il y a presque 2 ans, monsieur. Votre femme est arrivée au service d'oncologie un lundi matin avec une forte fièvre. Ils lui ont fait des tests, lui ont diagnostiqué un cancer du pancréas de stade 4. Ils lui ont dit qu'elle avait entre 6 et 9 mois à vivre. Vous étiez en Allemagne ce jour-là, j'ai entendu. Vous avez envoyé votre assistant. Madame Béatrice est restée 3 semaines admise à l'hôpital public royal avant que vous ne la changiez pour Saint Jude à votre retour. Arthur se couvrit le visage de ses 2 mains. J'étais à Francfort en train de conclure un contrat. J'ai dit à Béatrice de tenir bon, que dès mon retour, je la transférerais dans le meilleur hôpital. Je lui ai dit que l'hôpital public royal n'était pas pour des gens comme nous. Monsieur, j'étais l'infirmière assignée à sa chambre pendant ces 3 semaines. Arthur baissa les mains, regarda Hope avec des yeux rouges. Vous étiez l'infirmière de ma femme. C'est moi qui lui donnais sa solution saline, qui lui donnait à manger, qui la baignait avec une éponge quand elle ne pouvait plus se lever, qui priait le chapelet avec elle la nuit quand elle avait peur, qui lui caressait les cheveux jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Votre femme, monsieur, était une femme extraordinaire. Je n'avais jamais soigné quelqu'un d'aussi patient, d'aussi doux, d'aussi reconnaissant. Bien qu'elle ait de l'argent, elle ne nous traitait pas comme du personnel. Elle nous traitait comme des filles. Arthur se mit à pleurer silencieusement. Une nuit, monsieur, 2 jours avant votre retour de Francfort, Madame Béatrice m'a pris la main. Je finissais de changer sa solution saline. Elle m'a regardé intensément et m'a dit quelque chose que je n'ai pas pu me sortir de la tête depuis. Elle a dit « Hope, avez-vous des enfants ?» Je lui ai dit que je n'en avais plus. Je lui ai parlé de mon petit Jared. Nous avons pleuré ensemble. Puis elle m'a dit « Hope, j'ai 4 fils, 4 garçons, et je vais bientôt mourir. Je le sais. Mon mari est un homme bon, mais il est perdu dans son travail. Mes fils vont se retrouver seuls. Jurez-moi que si un jour vous les trouvez en train de pleurer sur un banc, vous les ramasserez. Jurez-le-moi, Hope, de femme à femme, de maman à maman.
Arthur s'effondra, tomba à genoux sur le sol des quartiers du personnel, porta ses mains à son visage, pleura avec une force qui fit trembler les murs. Hope, sanglota-t-il. Hope, pour l'amour de Dieu. Monsieur, s'il vous plaît, levez-vous. Ce n'est pas pour que vous vous humiliez. Continuez, s'il vous plaît. Continuez. Hope resta assise sur le lit. Elle lui parla d'en haut d'une voix calme. Je le lui ai juré, monsieur. Pas pour l'argent. Pas par intérêt. Je l'ai juré parce que j'ai vu dans ses yeux la même peur que j'ai vue dans les yeux de mon petit Jared avant qu'il ne meure. La peur de laisser seul quelqu'un qui a besoin de vous. Je lui ai embrassé la main. Je lui ai dit, « Madame, je jure sur mon fils mort que si je les trouve, je m'occuperai d'eux. » Et alors, comment êtes-vous arrivé chez moi? Monsieur, 2 jours plus tard, vous l'avez transféré à St. Jude. Je ne l'ai plus jamais revu. Je n'ai même jamais su la date exacte de sa mort. Mais 1 an plus tard, une agence d'emploi domestique m'a appelé. Ils m'ont dit qu'il y avait un poste dans une grande maison à Bellevue Hill, famille Kingston, un veuf avec 4 fils. Ils avaient besoin d'une femme capable de gérer des garçons rebelles et un patron absent. Quand j'ai entendu le nom de famille Kingston, monsieur, j'ai senti mon âme sombrer. J'ai demandé si le nom de la dame était Béatrice. Ils m'ont dit oui, qu'elle était morte il y a 6 mois. Hope continua de regarder ses mains. J'ai accepté le poste, monsieur, mais pas par intérêt. J'ai accepté parce que j'ai compris à ce moment-là pourquoi Dieu m'avait... Il s'arrêta en haut des escaliers, regardant ses 4 fils qui attendaient en silence dans la salle à manger principale. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux en désordre, sa veste froissée, mais pour la première fois en 12 mois, il avait aussi autre chose, une décision prise. Il descendit lentement les escaliers. Ses 4 filles se levèrent à son entrée dans la salle à manger. « Papa, que s'est-il passé? Où est Hope? » « Hope est en haut. Elle ne part pas, les garçons. Elle reste avec nous. » Samuel laissa échapper le souffle qu'il retenait. Andrew se couvrit le visage. Daniel serra Matthew dans ses bras. Matthew s'approcha de son père et, pour la première fois en 5 ans, le serra dans ses bras sans formalité. Arthur lui rendit l'étreinte à 2 bras, le serrant fort contre sa poitrine comme quand il était enfant. « Mes fils, asseyez-vous. J'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose que votre mère a fait pour vous avant de mourir, et que je ne savais pas, mais que vous avez le droit de savoir. » Les 4 s'assirent autour de la table. Arthur s'assit sur la chaise principale, et pendant les 40 minutes suivantes, il leur raconta toute l'histoire. L'hôpital Public Royal, les 3 semaines, l'infirmière Hope, la promesse que Béatrice avait fait jurer à une étrangère pendant qu'il signait des contrats à Francfort, le fils mort de Hope, les 12 ans de deuil silencieux, la façon dont Dieu, les miracles, ou Béatrice depuis le ciel, les avait tous réunis à cette table. Quand il eut fini, les 4 frères pleuraient. Samuel fut le premier à parler. « Papa, monte, fais-la descendre. Dîne avec nous ce soir, tout de suite, à la chaise de maman. Mon fils, je ne sais pas si elle voudra. Papa, vas-y. Et si elle ne veut pas, nous monterons tous les 5 la supplier. » Arthur remonta les escaliers. Cette fois, les 4 frères le suivirent. Ils frappèrent ensemble à la porte des quartiers du personnel. Hope ouvrit. Elle arrangeait, avec des mains tremblantes, la photographie de son petit Jared sur la commode où se trouvaient autrefois les parfums de Béatrice. « Hope, » dit Arthur, « descendez dîner avec nous, s'il vous plaît. »« Monsieur, je ne peux pas m'asseoir à la place de votre femme. Ce n'est pas la place de ma femme, Hope. C'est la place que ma femme vous a laissée. C'est différent. » Hope regarda les 4 garçons debout derrière Arthur. Matthew soutint son regard, les yeux pleins de larmes. Samuel tendit la main. « S'il vous plaît, Hope, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Ne nous laissez pas seuls le jour de son anniversaire. » Hope baissa la tête, hocha la tête. Ce soir-là, ils dînèrent tous les 5 ensemble. Arthur sur la chaise principale, Hope sur la chaise de Béatrice, les 4 fils autour. Et à la place vide de Béatrice, une assiette servie avec sa nourriture préférée, un verre d'eau fraîche, une serviette pliée. Personne ne goûta la nourriture sans avoir d'abord prié. Arthur pria avec eux pour la 2e fois de sa vie, mais cette fois, cela ne lui parut plus si difficile. Le lendemain, Arthur annula tous ses voyages pour les 6 prochains mois, réorganisa l'entreprise, délégua, nomma 3 nouveaux directeurs. Il annonça à son conseil d'administration qu'il travaillerait depuis Sydney avec des horaires de bureau normaux, de 8 heures à 18 heures.
et que tout voyage international serait court et planifié à l'avance. Son conseil d'administration fut surpris. Arthur ne donna aucune explication, seulement dit « J'ai 4 fils qui ont besoin d'un père, et il est tard. Mais il n'est pas encore trop tard. » 3 semaines plus tard, Arthur se rendit au cimetière où Béatrice était enterrée. Il portait un bouquet de fleurs blanches, mais il n'y alla pas seul. Il emmena Hope. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la tombe. Arthur posa les fleurs, se signa. Hope, debout à côté de lui, se signa également. « Béatrice, dit Arthur à voix haute, je t'ai amené Hope. Je t'ai amené la femme qui a tenu ta promesse. Je t'ai amené la femme qui s'est occupée de nos fils quand je ne le pouvais pas. Je veux te demander pardon, Béatrice, pour toutes ces années où je n'ai pas compris ce qui était important. Et je veux te demander la permission pour quelque chose. » Hope le regarda surprise. « Je veux la permission d'aimer cette femme, Béatrice. Pas comme je t'ai aimé. Ce que toi et moi avons eu ne peut être répété. Mais je veux la permission d'aimer Hope avec le cœur qu'il me reste. Si tu me donnes un signe contraire, je ne le ferai pas. Je le jure. Mais si tu restes silencieuse, je le prendrai comme une permission. » Hope porta la main à sa bouche. Elle ne s'attendait pas à ces mots. Elle ne les avait jamais imaginés. Béatrice ne donna aucun signe contraire. Le cimetière resta silencieux. Seul le vent agitait les rubans des couronnes. Arthur prit la main de Hope pour la première fois, juste du bout des doigts. « Hope, me laisserez-vous vous accompagner pour le reste du chemin? Monsieur, je ne suis qu'une... Ne me dites pas que vous êtes une employée. C'était il y a 6 mois. Il y a 6 mois, j'étais un fantôme en cravate. Nous avons tous les deux changé, Hope, à cause de la même femme. » Hope pleura de manière incontrôlable. Elle hocha la tête en silence. 10 mois plus tard, Arthur et Hope se marièrent dans une petite chapelle des Southern Highlands, un mariage intime. Seuls les 4 fils, Madame Jenkins et le père Michael du quartier où Hope avait vécu avec son petit Jared. Hope portait une simple robe ivoire, un bouquet de fleurs blanches et la photographie de son fils cousue dans une poche intérieure de sa robe sur son cœur. Arthur portait un costume gris perle sans cravate, sans bouton de manchette, sans montre chère. Matthew la conduisit à l'hôtel. Samuel était témoin. Avant la cérémonie, les 4 frères dirent à Hope quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Ils s'approchèrent d'elle ensemble avant d'entrer dans la chapelle, et Matthew parla pour tous. « Hope, aujourd'hui tu épouses mon père, mais nous voulons que tu saches une chose. Pour nous, c'est déjà arrivé il y a longtemps. Pour nous, tu es notre mère depuis le jour où tu nous as appris le Notre Père. Pouvons-nous t'appeler maman aujourd'hui sans que ça te fasse de la peine, sans que tu sentes que tu remplaces quelqu'un? Tu es une autre maman, la deuxième, celle qui est venue plus tard. Les 2 sont dans nos cœurs. Est-ce que ça te dérange? » Hope ne put parler. Elle ouvrit simplement les bras. Les 4 la serrèrent en même temps. Arthur, qui vit la scène depuis la porte de la chapelle, pleura en silence. 1 an après le mariage, Hope donna naissance à une fille. Une belle fille aux yeux verts comme les siens et aux sourcils foncés comme ceux d'Arthur. Ils lui donnèrent le nom qu'ils choisirent tous les 5 ensemble, sans avoir besoin de se disputer. Béatrice Hope Kingston, en l'honneur des 2 mères. Celle du ciel qui demanda une faveur depuis un lit d'hôpital public, et celle de la terre qui accomplit la faveur depuis les quartiers du personnel d'un manoir de Bellevue Hill. Rebecca ne remit plus jamais les pieds dans la maison Kingston. Arthur lui offrit une généreuse pension à une condition, ne plus jamais chercher sa famille. Rebecca accepta sans présenter d'excuses, sans demander pardon, mais sans revenir. Elle mourut 5 ans plus tard, seule dans une clinique privée, avec son parfum Chanel et ses bijoux, mais sans personne à ses côtés. Matthew devint avocat et rejoignit le département juridique de l'entreprise Kingston. Andrew devint architecte et conçut lui-même l'extension de la maison de Bellevue Hill. Il ajouta une chambre spéciale pour Béatrice Hope, avec un balcon sur le jardin et une cour intérieure où le ciel entrait, comme les maisons de l'outback du Queensland. Daniel termina 7 ans sans consommer. Il devint bénévole pour un groupe de réhabilitation pour jeunes, où il aidait d'autres jeunes à sortir du trou comme il l'avait fait. Et Samuel, le plus jeune, le plus rebelle, étudia la médecine en se spécialisant en oncologie pédiatrique. Quand on lui demandait pourquoi, il répondait « Parce qu'il y avait un garçon nommé Jared qui n'a pas pu être sauvé. Je veux sauver les autres petits Jareds du monde en mémoire de celui que je n'ai pas connu,
mais à qui je dois la maman qui s'est occupée de moi. 7 ans passèrent depuis qu'Arthur était arrivé pour la première fois à la maison à l'improviste pour le déjeuner. Un dimanche ordinaire à 13 heures, la salle à manger principale du manoir était pleine. La même table, le même lustre, le même buffet. Mais maintenant, il y avait 6 personnes autour. Arthur, Hope, les 4 frères, maintenant de jeunes hommes, des professionnels, maîtres de leur propre vie. Et une fillette de 6 ans, vêtue d'une robe bleu clair, était assise à la place qui avait été vide, la place de Béatrice. Une place maintenant occupée par Béatrice Hope, la plus jeune fille, ses pieds touchant à peine le sol. Sur la table, de la soupe de nouilles au poulet, des petits pains chauds, du riz blanc, de l'agneau rôti avec sa sauce. Une recette qui était faite dans cette maison depuis 32 ans. D'abord par les mains de Béatrice, puis par les mains de Hope, maintenant avec l'aide de la petite Béatrice qui grimpait sur un tabouret à côté de sa mère pour remuer la marmite. Arthur baissa la tête. Ses 4 fils baissèrent la tête. Hope baissa la tête. Et la petite Béatrice Hope, qui apprenait tout juste, joignit ses petites mains avec la solennité d'une enfant de 6 ans. Arthur dit le Notre Père à voix haute. Tous les 6 le suivirent mot pour mot. Quand ils eurent fini, Arthur leva le visage, regarda sa femme, regarda ses 5 enfants, regarda le mur de la salle à manger, où il y avait eu autrefois 3 portraits encadrés des garçons quand ils étaient enfants. Maintenant, il y en avait 5. Les 3 originaux, un nouveau de la petite Béatrice pour son premier anniversaire, et un 5e au centre, plus grand que les autres. Une photographie en noir et blanc, vieille, légèrement floue, une jeune femme aux yeux verts, assise sur un banc de fête de campagne. Elle tenait un garçon de 8 ans sur ses genoux. Le garçon portait une casquette de baseball et tenait un ballon rouge dans sa main. Tous deux souriaient à l'appareil photo, comme si rien de mal ne pouvait jamais leur arriver. C'était Hope, et c'était le petit Jared. Le portrait du fils qui n'avait pas grandi, du frère aîné que les 4 Kingston n'avaient jamais connu, mais pour qui il priait chaque dimanche avant de manger. Hope regarda le portrait, sourit à travers les larmes, serra la main d'Arthur sous la table. Et alors que la petite Béatrice Hope disait d'une voix aiguë « Maman, je peux avoir de la soupe ?» Dans le ciel de Sydney, au-dessus du toit du manoir, 2 femmes se tenaient la main en silence. Une au ciel, une sur terre, toutes 2 mères de la même assiette. Et la maison, qui avait été un enfer avec des lustres en cristal, resta illuminée par une lumière douce, dorée, définitive. La lumière des 2 mères qui ont accompli une promesse. Fin.